Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, Jacques Grosperrin, bienvenue. Vous êtes sénateur LR du Doubs, vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Vous allez réagir à différents sujets, c'est le principe de l'émission, et notamment aux mesures fortes qui sont prises en ce moment contre le coronavirus. Durant toute l'émission, nous irons très régulièrement et comme tous les soirs en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera aujourd'hui avec, vous la voyez, Fanny Conquis. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Steve Jourdain. Bienvenue Steve. Beaucoup de réactions au Sénat après l'utilisation un peu surprise, il faut le dire, du 49.3 sur la réforme des retraites. Un débat de fond sur les retraites aura bien lieu. Il aura lieu ici au Sénat. On aura le détail avec vous dans un instant. Marie Brémaud, notre spécialiste Europe. Bienvenue Marie. L'Europe qui est sous la pression d'une nouvelle vague migratoire. Et la Turquie qui fait également à nouveau pression, et bien sûr l'Union européenne. Le détail, c'est à suivre. Marie-Pierre Bourgeois, notre chroniqueuse culture, comme tous les lundis. Bienvenue Marie-Pierre. Alors vous avez vu un documentaire touchant sur un agriculteur ce week-end. Vous parlez de Cyril qui aime ses vaches plus que tout au monde. À tout à l'heure, dans une demi-heure, notre grand débat. Nous reviendrons sur cette utilisation tellement controversée du 49.3 par le gouvernement. Certains dénoncent la brutalité de l'exécutif, d'autres dénoncent le moment choisi pour l'utiliser, d'autres encore affirment qu'il fallait bien avancer, passer à l'étape suivante. C'est en tout cas clairement l'événement politique du week-end. Il mérite d'être approfondi, notamment avec des spécialistes. C'est ce que nous ferons. #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord, l'autre actualité forte du moment, c'est donc ce coronavirus. Le nombre de contaminés augmente, le nombre de morts aussi. On est passé au stade 2 de l'épidémie durant le week-end. Emmanuel Macron a décidé de bouleverser son agenda pour se concentrer précisément sur la gestion de cette crise. L'inquiétude grandit, vous l'avez compris. On va en parler avec vous dans un instant, Jacques Grosperrin. Voyons d'abord les tout derniers éléments factuels, c'est avec Flora Sauvage. Moins d'une semaine après la mort de l'enseignant de Crépy en Valois, le bilan s'alourdit. Ce lundi, une octogénaire de l'Oise est décédée après avoir été infectée par le nouveau coronavirus, le Covid-19. Ce département concentre à lui seul 47 cas de contamination. Dans 9 communes, les établissements scolaires sont restés fermés ce matin. Au total, 28 000 élèves sont concernés par cette mesure. Les rassemblements collectifs sont interdits jusqu'à nouvel ordre, tout comme les voyages scolaires. La Haute-Savoie compte aussi un regroupement de cas de coronavirus, comme le Morbihan, qui compte 9 cas. Dans ce département, tout rassemblement collectif est interdit jusqu'au 14 mars. En fait, à l'instar de ce qui a été fait dans l'Oise comme en Haute-Savoie, il n'y a pas de jauge. En fait, les rassemblements dans un lieu fermé sont interdits et les rassemblements de masse sont interdits. Alors que la France enregistre 178 cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie, 116 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 9 dans un état grave. Face à l'accélération de l'épidémie, le gouvernement a annoncé l'annulation de tous les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Emmanuel Macron a annulé tous ses déplacements ce début de semaine. En visite dans un hôpital de Bordeaux, le Premier ministre a exhorté les Français à prendre les mesures de précaution nécessaires. Il faut que chaque Française, que chaque Français devienne un acteur de ce combat, de cette lutte. Et pour cela, ça veut dire avoir en tête des choses très simples à faire, mais qui sont essentielles. Se laver les mains toutes les heures. À Paris, le Louvre est resté fermé ce lundi matin car ses salariés ont exercé leur droit de retrait. Le dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, prévu mardi, a été reporté à une date ultérieure et le Salon du Livre, prévu du 20 au 23 mars, a été annulé. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, la croissance française pourrait passer sous la barre des 1% cette année à cause des répercussions de l'épidémie sur l'économie. Allons plus loin donc avec vous, Jacques Grosperrin, sénateur LR du Doubs. D'abord, comment ça se passe dans votre circonscription? Est-ce que vos administrés vous en parlent beaucoup? Est-ce qu'ils ont des craintes? Qu'est-ce que vous leur répondez? Tout le monde en parle parce qu'il y a une crainte importante. Il ne faut quand même pas oublier que la grippe en 2019 a tué 8100 personnes. Donc à ce jour, il faut rester et garder raison. Moi, je fais confiance. On m'a posé la question en me disant est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement a bien géré cette crise? Je crois qu'il ne faut pas faire de politique politicienne. Il faut véritablement regarder les choses. Faire confiance aux professionnels de santé, je crois que c'est important. Et puis surtout, agir sur la responsabilité individuelle. Ça vient d'être dit, je crois qu'il est important que chacun comprenne que si on ne veut pas être un acteur de propagation du coronavirus, il faut agir par des gestes simples. C'est important. Mais ça pose...
Oui, pardon, il y a quand même des questions sur le choix des événements qu'on annule quand on laisse le métro continuer de fonctionner avec des personnes qui sont à 30 cm les unes des autres et qui s'éternuent potentiellement à la figure. Bien sûr, c'est une bonne question, mais est-ce qu'on peut faire comme la Chine? Est-ce que les Français accepteraient qu'on bloque le métro, qu'on ne puisse plus travailler, qu'on ne puisse se déplacer, qu'on ne puisse plus se nourrir et faire comme en Chine? C'est un peu surréaliste ce qu'on voit en Chine là, actuellement, lorsqu'ils ont fermé une ville, mais on le comprend. Ils ont bien fait de le faire, mais est-ce que les Français seraient capables de le faire? Je crois qu'à un moment donné, c'est des choix, ce sont des choix difficiles. J'ai vu que le Louvre avait fait acte de retrait parce qu'ils ont aussi beaucoup de personnes qui viennent visiter de l'étranger. Et je le comprends, chacun a peur, mais il ne faut pas rentrer dans cette psychose. Ça pose surtout quand même un problème. Parce qu'on n'a pas pris acte de ce qui s'est passé avec le SRAS et puis avec la grippe aviaire. C'est notre indépendance thérapeutique. Ça se pose ce vrai problème. Je crois que c'est la question. À un moment donné, lorsqu'on sait que les thérapies sont faites ou les médicaments sont fabriqués en Chine, il faudra véritablement qu'on revienne sur cet acte, sur ces démarches-là. Il faut absolument que la France puisse à un moment donné être indépendante thérapeutiquement. Et c'est potentiellement l'un des enseignements qu'on tirera de cette crise. Jacques Grosperrin, on continue, c'est l'heure du club. Et Steve Jourdain, on commence avec vous. L'autre actualité majeure du moment, c'est donc, je le disais en titre, l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. Mais attention, précision très importante, c'est un article qui ne vaut, on est bien d'accord, que pour l'Assemblée nationale. Avec le 49.3, la parole est désormais aux sénateurs. Avec le 49.3, fin du débat à l'Assemblée nationale. On éteint les lumières au Palais Bourbon et le texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité est transmis au Sénat. Le Sénat qui attend désormais de recevoir le texte. Il ne chôme pas pour autant puisque la commission des affaires sociales poursuit ses auditions ce mercredi. Par exemple, des économistes seront entendus. On attend notamment l'économiste Philippe Askenazi, économiste atterré, qui répondra aux questions des sénateurs. Et alors du coup, quel texte sera transmis par le gouvernement au Sénat? Le gouvernement aurait pu revenir à son texte initial, celui de son projet de loi. Ça ne sera pas le cas. Il a décidé de retenir un peu plus de 250 amendements. Le nouveau texte est à consulter sur le site de l'Assemblée nationale sur les dernières modifications. Je vous propose d'écouter Édouard Philippe, c'était sur le plateau de TF1 samedi. C'est un texte dans lequel j'ai intégré tous les accords qui ont été passés, ou plus exactement toutes les convergences entre les organisations syndicales et patronales des 2 derniers mois, et un très grand nombre d'amendements proposés, et qui n'ont pas forcément été discutés par l'Assemblée nationale, proposés par la majorité, mais aussi par un certain nombre de parlementaires de l'opposition. Voilà, parmi les amendements retenus, on pense notamment à un amendement communiste destiné à améliorer les retraites des égoutiers. On pense aussi à la suppression de l'article 65 du projet initial. L'article 65 était consacré à l'épargne retraite. Pour ses opposants, cet article était un article BlackRock, un article visant à encourager la capitalisation en permettant d'assouplir notamment la réglementation en vigueur. Ça ne sera pas pour tout de suite. L'article 65 qui a donc été supprimé du nouveau texte. Ça veut dire, si je comprends bien, que finalement le gouvernement a fait des concessions. C'est en tout cas la petite musique qui revient ces dernières heures. On l'a entendu, Édouard Philippe qui affirme que le texte en question intègre les 2 mois de discussion réalisés avec les partenaires sociaux. Dans une lettre envoyée aux syndicats, Édouard Philippe a même tenté de justifier son recours au 49.3 en mettant en avant les mesures ajoutées à la nouvelle mouture du texte. Pas suffisant, pas assez pour Laurent Berger. Laurent Berger qui, dans un entretien accordé à nos confrères du Parisien hier, dit attendre beaucoup plus, notamment sur la question de la pénibilité. Laurent Berger qui devra donc compter sur le Sénat à majorité de droite pour faire adopter des amendements CFDT compatibles. Écoutez, Laurent Berger, c'était ce matin sur Europe 1. Ça veut dire qu'il faut aller au Sénat, évidemment. Donc nous allons faire ce même exercice avec les sénateurs. Ça veut dire continuer de faire pression auprès du gouvernement pour que ces éléments-là soient impliqués. Ça veut dire mettre en face de ses responsabilités le MEDEF qui ne veut pas de dispositif de réparation sur la pénibilité alors que d'autres organisations patronales sont plutôt ouvertes pour discuter du sujet. Alors concrètement, Steve, est-ce que le Sénat peut mettre des bâtons dans les roues du gouvernement? Il le peut, dans certaines limites. Gérard Larcher a par exemple officiellement demandé un report de l'examen du texte. Le président du Sénat a transmis, c'était mercredi dernier, une lettre au Premier ministre pour que cet examen soit différé de 15 jours. 15 jours afin de prendre connaissance de la conclusion de la conférence de financement. Cette conférence, elle doit se terminer fin avril. Or, si l'on s'en tient au calendrier prévu, le texte du gouvernement doit être examiné
au Sénat à partir du 20 avril prochain, avant donc les résultats de cette conférence. Bref, reporter, critiquer, amender les textes sur les retraites, c'est possible pour le Sénat, mais on le sait, le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale. Les députés devront se prononcer sur le texte retouché par les sénateurs. Ils pourront l'examiner avec sérieux. Ils pourront aussi tout simplement déchirer ce texte et se prononcer sur le texte que le gouvernement engagera demain à l'Assemblée nationale. Jacques Grosperrin, est-ce que vous savez déjà un petit peu comment la majorité sénatoriale appréhende l'arrivée de ce texte et ce qu'elle compte faire ? Je crois que l'expression bâton dans les roues, on peut mettre, mais je crois que ce n'est pas l'objectif du Sénat, et c'est la responsabilité du Sénat et des sénateurs de proposer une réforme qui est juste pour tous les Français. On sort d'un épisode qui est peu glorieux pour le gouvernement. C'est quand même exceptionnel de voir que l'Assemblée nationale ne peut discuter. Alors on nous dit que c'est parce qu'il y a eu obstruction, c'est parce qu'il y a eu 40 000 amendements qui ont été déposés, mais ils pouvaient utiliser ce qu'on appelle le temps partagé, ou en tout cas le temps programmé. Le temps programmé. Et ça leur permettait de pouvoir laisser du temps à chaque groupe politique. Alors est-ce que c'est l'amateurisme? Est-ce que c'est du cynisme? Est-ce que c'est une excuse? Moi je suis quand même inquiet vis-à-vis de cela. Maintenant, ça montre véritablement la responsabilité du Sénat et on prendra nos responsabilités. Vous l'avez dit, la conférence des présidents a écrit au Premier ministre en disant voilà, nous souhaiterions décaler de 15 jours pour pouvoir prendre le temps de lire justement cette conférence de financement. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Actuellement, à ce jour, à l'heure où je vous parle, le Premier ministre n'a toujours pas répondu au président du Sénat. Donc si on veut que le Sénat joue son rôle, il faut à un moment donné que le Premier ministre réponde à notre demande. Parce que ce que l'on veut faire, c'est faire une réforme juste en direction de tous les Français. On a bien vu, même le Conseil d'État a dit que c'était une réforme qui était bâclée, qui était peu sûre. C'est vraiment. Et quand vous entendez Laurent Berger qui veut faire un peu pression sur les sénateurs et dire nous maintenant on compte sur le Sénat, comment vous irez dans son sens? Oui, on ira dans le sens des Français. On ira dans le sens d'une plus grande justice sociale. On ne peut pas accepter, par exemple, que les avocats séjournent avec une caisse de retraite qui est indépendante, qui est pérenne et qui va vers le futur, parce qu'on parle de démographie des avocats, puissent à un moment donné se spolier dans leur manière de faire. Je crois qu'on ne fait pas le bonheur des uns et des autres malgré eux. C'est un marqueur d'Emmanuel Macron, du président de la République, et on sent que sur ce marqueur-là, il ne veut pas reculer. Je pense qu'il a tort, parce qu'à mon avis, c'est le tournant. C'est encore un autre tournant de son quinquennat. Marie Brémaud, notre spécialiste Europe. On continue avec vous. L'actualité de l'Europe, c'est donc cette pression migratoire très forte. La Turquie qui ouvre grand les frontières. Comment en est-on arrivé là ? Alors ceux qui pensaient que la question des migrants, des réfugiés était réglée, clairement, ils se voilaient la face. On en parlait peut-être moins dans les médias. Il y avait sans doute moins d'arrivées de migrants en Europe parce qu'ils étaient bloqués par la Turquie. Mais les problèmes dans les pays d'origine, ils demeurent. Famine, guerre, dérèglement climatique. Et la crise migratoire, eh bien aujourd'hui, elle se rappelle aux Européens, par la voix en l'occurrence du président turc qui a décidé d'ouvrir, vous le disiez, grand les frontières avec la Grèce depuis vendredi dernier. Depuis le moment où nous avons ouvert nos frontières, le nombre de ceux qui se sont dirigés vers l'Europe a atteint les centaines de milliers. Et il y en aura plus. Bientôt, ce nombre s'exprimera en millions. Alors, les chiffres, ils sont sans doute exagérés, mais toujours est-il que depuis plusieurs jours, des réfugiés se massent à la frontière grecque. Environ 1300 demandeurs d'asile sont arrivés entre dimanche matin et ce matin sur les 5 îles grecques de la mer Égée proche de la Turquie. Des échauffourées ont eu lieu entre la police grecque et les migrants. La situation humanitaire, elle est d'ores et déjà très préoccupante. Les gardes-côtes grecs ont annoncé ce matin avoir repêché le cadavre d'un enfant à la suite du naufrage d'une embarcation. Comment ça réagit du côté de l'Europe, Marie ? L'Union européenne, elle a donné en quelque sorte les clés de ses frontières à la Turquie en 2016. Pour rappel, le 18 mars 2016, la Turquie et l'Union européenne passaient un pacte migratoire. En clair, en échange d'argent, la Turquie bloque le maximum de migrants aux frontières de l'Europe et les Européens peuvent renvoyer les migrants en Turquie. Une solution controversée et onéreuse, en tout cas pour l'Europe. Plus de 3 milliards d'euros ont d'ores et déjà été versés. Et surtout, cet accord, il donne un moyen de pression énorme à la Turquie. À la moindre anicroche diplomatique, son président, Recep Tayyip Erdogan, eh bien, il menace d'ouvrir grand les frontières. Et là, il est passé à l'action mécontent du soutien des Européens dans le conflit syrien. Angela Merkel, la chancelière allemande, a réagi. Elle a fait savoir qu'elle attendait de la Turquie que le pays respecte l'accord passé et jugeait inacceptable qu'Ankara fasse pression sur l'Union européenne sur le dos des réfugiés.
Emmanuel Macron, lui, via un tweet, a exprimé la pleine solidarité de la France avec la Grèce et la Bulgarie. Nous devons agir ensemble pour éviter une crise migratoire et humanitaire. L'idée, c'est qu'enfin, l'Union européenne affiche son unité. Et demain, eh bien, les dirigeants des 3 institutions européennes, la Commission, le Conseil européen et le Parlement, ils se rendent en Grèce, à la frontière avec la Turquie. Et à l'instant, le commissaire européen aux migrations qui lance un message à la Turquie. Personne ne peut faire chanter l'Union européenne. Fin de citation. Peut-on espérer, Marie, cette fois-ci, une réponse solidaire, unitaire de cette Union européenne? Ça reste à voir. Souvenez-vous, l'unité des 27, fin des 28, c'était clairement fracassée lors du pic migratoire de 2015. On se souvient notamment des pays de Visegrad, Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, qui se sont durement opposés à la relocalisation des réfugiés au sein de l'Europe, soutenue d'ailleurs par une opinion publique attisée par les discours anti-immigration. Et depuis, les 28, donc les 27 États membres, n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur une approche commune. C'est bien trop souvent les pays dits de première arrivée, en gros la Grèce, l'Italie et l'Espagne, qui ont dû se débrouiller seuls. Donc, c'est bien là tout l'enjeu pour l'Europe. Parvenir à trouver enfin une réponse commune et pérenne. La Commission européenne va d'ailleurs présenter dans les prochaines semaines son pacte européen pour la migration et l'asile. Jacques Rouperin, elle vous fait peur cette nouvelle pression migratoire sur l'Europe là ? Ce qui me fait peur, c'est l'attitude d'Erdogan. C'est pas la première fois qu'il fait cela. C'est pas la première fois qu'il joue avec la peur justement des Européens, avec l'Union européenne qui a du mal à trouver une stratégie. On voit bien, il y a un vrai problème par rapport à ça. Il y a peut-être la possibilité de mettre en place des micro-projets. Vous avez dit 3 milliards, c'est vrai que le pacte de Bruxelles 2016, c'était 6 milliards. On sent 3 milliards oui, qui ont été versés à ce jour. Non, mais ce que vous avez dit, je pense justement, à ce jour, 3 milliards qui ont été versés, et sur une somme, semble-t-il, de 6 milliards. Donc, c'est véritablement qu'il en joue aussi, il en rejoue. Nous, on distingue l'immigration économique et l'immigration politique. Politique, on sait bien qu'à un moment donné, la France, elle est tenue de faire respecter les accords des États. Là, c'est une immigration économique sur laquelle il faut véritablement réfléchir. Moi, je pense que ce n'est pas la première fois qu'il fait ça, ce n'est pas la deuxième fois. Puis c'est surtout aussi peut-être parce qu'il a peur des Kurdes, les Kurdes de l'Irak, les Kurdes. Alors, vous voyez, vous savez que c'est très compliqué dans ces pays de l'Irak, de la Turquie, de l'Iran et de la Syrie, parce qu'il a peur que ces Kurdes, justement, refassent une vraie nation, et puis que cette nation soit aussi, à un moment donné, un opposant fort à la Turquie. Donc, il mélange tout par rapport à cela, mais je trouve qu'il faut véritablement que l'Union européenne, vous l'avez fort bien dit, puisse réagir ensemble, puis peut-être aussi apporter un peu d'argent à la Grèce, parce qu'ils se sentent, à ce jour, un peu démunis. Et on enchaîne avec la dernière chronique de ce club, Marie-Pierre Bourgeois, notre chroniqueuse culture. Marie-Pierre, vous avez vu un documentaire ce week-end qui illustre parfaitement l'isolement et les difficultés quotidiennes des agriculteurs. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, notamment à l'occasion du Salon de l'agriculture et du dialogue citoyen qu'on a organisé ici. Et ce film prolonge un peu le sujet. Un réalisateur qui a tourné un documentaire sur Karl Lagerfeld et qui rencontre par hasard à la plage un agriculteur qui voit pour la première fois la mer. Alors c'est une histoire hautement improbable et c'est pourtant ça qui a donné vie à ce très beau documentaire. Alors le titre est un peu long. Cyril, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. Cyril, c'est un jeune agriculteur qui vit en Auvergne et qui se bat tous les jours pour faire tourner sa petite exploitation laitière. Il a un amour fou pour ses bêtes, son métier, ses terres et pourtant ses journées sont très difficiles. Regardez ce passage. Je travaille tous les jours, quoi. Même le dimanche, jour férié, c'est du 1er janvier au 31 décembre, quoi. Alors il a beau s'épuiser à la tâche, Cyril, il n'arrive pas à s'en sortir. Il a repris l'exploitation de ses parents en 2012 et depuis, il ne s'est pas versé un seul salaire, même pas grand-chose, 500 € par mois, ça m'irait, dit le jeune homme. Si mon père ne m'hébergeait pas et ne me faisait pas les courses, je serais SDF, raconte-t-il à une commerçante qui croise sur le marché quand tous les dimanches, il vient vendre son beurre fermier. Il est pris à la gorge par les factures, Cyril, il s'en sort plus et demande de l'aide à l'association Solidarité Paysan qui va lui filer un petit coup de main pour constituer son dossier pour échapper à la faillite. Si le tribunal juge que la ferme n'est pas rentable, elle saisira son exploitation. Écoutez-le en parler. On voit quand même qu'il y a des factures en retard. Ça va être difficile de défendre ça au tribunal. Au bout d'un moment, on éclate, c'est tout. On éclate et puis voilà.
Alors on le voit dans cet extrait, Cyril y craque, il se demande à quoi bon continuer. Cette intimité est toujours filmée avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de patience. Moi j'ai trouvé ça très très émouvant. Il y a ce passage, on voit un huissier qui arrive chez Cyril pour saisir sa voiture. Il y a un autre moment où on le voit aller acheter des fleurs pour la tombe de sa mère, avec qui il tenait l'exploitation. Elle l'aidait beaucoup à la fois par son travail mais aussi par sa présence et ses conseils. Parce que ce qui frappe aussi beaucoup dans ce documentaire, c'est la très grande solitude de Cyril. Il a cette phrase très forte, il y a des jours où je ne parle qu'à mes bêtes et à mon chien. Voilà. Difficile aussi pour lui d'échanger avec son père, qui ne comprend pas très bien que jeune homme n'arrive pas à s'en sortir. Et puis c'est aussi difficile pour lui de rencontrer un homme avec qui partager sa vie. Il faudrait aller à Vichy, prendre sa voiture, avoir du temps. Quand on fait 6h minuit tous les jours, du temps, on n'en a pas forcément beaucoup. Alors il y a ces passages très intimes et très émouvants que vous nous racontez bien, mais le film pose aussi des vraies questions politiques, Marie-Pierre. Oui, alors Rebecca a commencé notamment par le fonctionnement de l'industrie laitière. Aujourd'hui, les camions des laiteries ne viennent pas chez vous prendre votre lait si vous avez moins de 300 litres à leur vendre. Autant vous dire, monsieur Gros-Perrin, que les agriculteurs qui ont une petite production, qui ne sont pas dans l'agriculture intensive, ils n'ont quasiment aucune chance de s'en sortir. Il y a une autre interrogation aussi. Pourquoi est-ce que les agriculteurs n'arrivent pas à vendre leur lait plus de 30 centimes alors que les consommateurs vont l'acheter au moins 1,50 € dans les supermarchés? Ce qui ne serait pas tant que l'État fixe une fourchette de prix décente pour les agriculteurs. Et puis, quand on voit les vraies difficultés financières de Cyril, on se demande un peu pourquoi les banques ont accepté de lui faire un crédit de 200 000 € pour mettre aux normes son exploitation, pour après lui refuser de l'argent en fait quand il souhaite remplacer ses bêtes qui sont malheureusement décédées d'une maladie, ce qui lui permettrait pourtant de sortir la tête de l'eau. Alors autant le dire, il n'y a pas vraiment de fin joyeuse dans ce documentaire malheureusement. Le nombre de faillites agricoles d'ailleurs en France, elle augmente de 4% tous les ans, mais malgré tout, Cyril a une très très belle phrase dans ce documentaire. Les agriculteurs, on nous prend souvent pour des moins que rien, mais pourtant nous sommes la base de la société, c'est nous qui nourrissons le monde. Et pourtant, beaucoup de difficultés. Jacques Gros-Perrin, des torts partagés. Je vous voyais réagir au fait qu'un banquier puisse lui accorder un prêt. Oui, parce que chaque situation, chaque histoire est unique, est individuelle et puis est souvent tragique, là on le voit. Moi j'ai de la chance, on ne sait pas ce qui se passe dans les comptes des uns et des autres, donc je ne me permettrai pas de juger, je sais simplement que... Mais elles sont assez générales, les difficultés des agriculteurs. Tout à fait. Moi j'ai la chance d'être dans un territoire, dans le département du Doubs, où justement la tonne de lait donc, se vend à 650 €, parce qu'on fait du comté. Donc c'est vraiment de l'or, c'est vraiment particulier. Donc on a la chance et les paysans ont la possibilité de le faire et ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire font autre chose. Mais c'est vrai qu'ils ont besoin aussi à un moment donné de matériel et ils investissent parce que sans leur matériel, ils ne peuvent pas travailler. Donc il y a vraiment une situation qui est difficile parce qu'il leur faut du matériel et en même temps il leur faut avoir un système économique qui est viable par rapport à cela. En tout cas, moi je peux reconnaître que vous l'avez fort bien dit, ils nourrissent les Français. Je crois qu'il faut être attentif à eux. Entre 2007 et 2011, il y a eu un agriculteur sur deux, tous les 2 jours qui se suicidait. Ce sont les seules statistiques qu'on a véritablement à ce moment-là. Donc il y a un agribashing fort vis-à-vis d'eux. Il faut véritablement aider nos agriculteurs parce que c'est aussi eux qui font tourner la France. C'est la première économie de la France. Et qui sont désormais vus un peu comme des pollueurs et des empoisonneurs. On a beaucoup abordé ce sujet la semaine dernière. Je précise que le film est en salle depuis le 27 février. C'est exactement. Ça, merci Jacques Gros-Perrin. On va continuer. On va se rendre chez vous. C'est l'heure de Sénateur à domicile. Et c'est donc Audrey Vuettas qui s'est rendue dans votre circonscription, vous le disiez, le Doubs. Elle vous a accompagné à Besançon, terre historique de l'horlogerie, mais la filière est un petit peu en perte de vitesse. Et comme c'est toute l'identité de la région qui est en jeu, les élus se mobilisent, vous en faites partie. On va en parler dans un instant. D'abord, on regarde ce reportage. Depuis 6 ans, Timothée apprend à devenir maître du temps. L'horlogerie, je trouve que c'est un peu magique parce qu'on va partir d'une idée, d'une feuille blanche. Et petit à petit, on va développer cette idée au niveau du design. On va faire en sorte que ça marche au niveau technologique. Donc c'est avec un organe régulateur qui bat, qui est mécanique. Et c'est un peu comme un cœur qui bat, c'est le cœur de la montre. Après un CAP et un diplôme des métiers d'art, il est aujourd'hui en apprentissage à Besançon, dans une entreprise implantée à l'international. On évoque ce côté très French touch avec une dimension créative. Et on va dire l'export est friand de cette identité française. La ville attire aussi les étudiants étrangers comme Christian, qui est norvégien. J'ai voulu faire mon apprentissage ici, car Besançon, c'est la capitale de l'horlogerie en France.
La ville était même la capitale mondiale du temps en 1860. Besançon comptait 5000 horlogers avant de perdre peu à peu de sa splendeur, comme l'explique Jacques Grosperrin. Avec l'orientation au niveau du quartz, Besançon n'a pas pu ou n'a pas su prendre le virage. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'il faudrait redonner à Besançon justement cette signature qui lui manque et qu'il faudrait revoir l'horlogerie et surtout le marquer et l'inscrire ce qu'on appelle au capital mondial de l'UNESCO parce que c'est important et puis c'est aussi des enjeux économiques forts, c'est toute une partie de la population qui peut en vivre. Pour regagner ses lettres de noblesse, l'horlogerie byzantine a enclenché un premier virage dans les années 90 en se tournant vers la mécanique de précision et les microtechniques. C'est aussi le choix qu'a fait Timothée pour son parcours professionnel. J'ai voulu continuer ici à l'ENSEM pour faire de la prototypie, de la conception et puis pouvoir concevoir les montres en plus de les fabriquer. Aujourd'hui, le cours porte sur le très petit. Il s'agit même de fabriquer le plus petit ballon du monde. Chaque ballon est constitué de 32 pièces qui sont assemblées. Et donc c'est la pièce centrale qui permet de monter l'ensemble des faces du ballon. Si tout a commencé avec l'horlogerie, le travail sur le miniature a suivi l'évolution des technologies. Désormais, les élèves étudient l'infiniment petit, 30 fois moins qu'un cheveu. Nos diplômés insèrent le marché du travail pour un peu plus de 40% d'entre eux dans le domaine très large des transports automobile, aéronautique, spatial et ferroviaire. Et puis une bonne partie dans le domaine du luxe et de la précision, environ 20% parce que ça reste quand même aussi un domaine historique de l'école. 93% des élèves trouvent un travail en sortie d'études. Donc si on veut continuer cette attractivité du territoire, si on veut faire en sorte que des étudiants viennent ici, dans ce département, dans cette ville qui est magnifique, je crois qu'il faut que les élus soient aux côtés de ces écoles, de ces pépites. Pour cela, le sénateur souhaiterait que l'école décroche le label Campus des métiers et des qualifications d'excellence. Voilà, très très beau reportage d'Audrey Vuettaz qui nous a tous inspirés. Jacques Grosperrin, vous avez un commentaire, j'imagine ? Déjà, oui, très très beau reportage. C'est là où je me rends compte véritablement qu'on a la chance de vivre dans une ville très, très agréable, où il y a un patrimoine fort, où l'horlogerie avait sa marque de fabrique, était installée, elle l'a fort bien dit tout à l'heure, 1000 horlogers en 1860, après c'était 5000 dont 1000 Suisses. C'est venu au départ, c'était des Suisses qui sont venus pendant la Révolution française, alors soit par choix politique, soit par choix idéologique, à Besançon. C'est quelqu'un qui s'appelle Mechevant. Il est arrivé avec 80 horlogers et c'est lui qui a installé véritablement l'horlogerie à Besançon. Et en 1860, Besançon est devenue la capitale française de l'horlogerie. Et puis après, au fur et à mesure du temps, je parlais du quartz tout à l'heure et puis d'autres soucis, une évolution aussi de l'industrie qui a fait qu'il y a eu ce qu'on appelle l'affaire Lippe, qui est une affaire qui est controversée, qui pour les Byzantins est une affaire importante, parce que c'était les ouvriers qui ont pris le pouvoir de l'entreprise. Et puis pour les chefs d'entreprise, c'est souvent moins bien vu, parce que ça donne aussi une connotation à Besançon d'autogestion. Mais il ne faut pas oublier que Fourier et Proudhon sont nés à Besançon. D'ailleurs, Victor Hugo, on a vu sa statue, les frères Lumière également sont nés à Besançon. Donc c'est une situation, l'affaire Lippe, qui a fait que l'entreprise est tombée. Elle revient maintenant, elle refait des montres avec d'autres personnes. Vous pouvez toujours acheter une montre Lippe, ce sont des très belles montres, comme il y a de très belles montres. Et vous avez vu Philippe Lebru qui recevait à un moment donné ce stagiaire. C'est ça qui m'a beaucoup plu, moi, en réalité. C'est que c'est un stagiaire, c'est un jeune qui vient d'Avignon, qui est parti pour faire un brevet des métiers d'art à Morteau, en tant qu'interne. Il a fait un diplôme des métiers d'art et maintenant, sans avoir le baccalauréat, il se retrouve à l'École nationale supérieure de micromécanique. Donc c'est une école d'ingénieurs et il va sortir ingénieur sans avoir le bac. Quelle belle, vous le disiez fort justement, on nous disait tous d'être avocats, journalistes, notaires. C'est ce qu'on nous dit quand on est ensemble. Très beau métier à faire. Exactement. Et lorsqu'on voit la passion qu'ils partagent, et vraiment je voudrais remercier l'ENSEM, le CNRS, on a un directeur de l'ENSEM et puis quelqu'un qui travaille dans le cadre, qui a accompagné et qui accompagne donc Timothée. Vraiment, ce sont aussi eux des pépites, c'est pas simplement les produits, c'est pas simplement ce petit... Vous n'êtes pas venu les mains vides. Alors je le dis pour les téléspectateurs qui ne verraient pas les objets que vous tenez. De toute façon, c'est tellement minuscule que je suis pas sûre qu'on puisse les voir. Mais enfin, on va tenter le coup. Si vous pouvez le montrer, regardez. Voilà, c'est le plus petit ballon. C'est le plus petit ballon. En le levant. Ah bah le voilà, merveilleux. Ne bougez pas alors. C'est le plus petit ballon qui est fait et ils nous ont montré comment le faire. Et de la même manière qu'ils font également la plus petite maison. La plus petite maison, elle correspond à un cheveu, un de vos cheveux, coupé. Il y a un support et ils ont fait une petite maison dessus qui fait 30 fois plus petit la taille du cheveu.
Donc on a la chance d'avoir une école fantastique, on a la chance d'avoir des personnes qui peuvent travailler ensemble tant dans l'industrie que dans les études. Et il faut véritablement le développer. Et moi j'attends avec beaucoup d'attention, et c'est un message que j'aimerais faire passer à la ministre de l'Enseignement supérieur, cette reconnaissance de campus des métiers, parce qu'il ne faut pas décevoir ni les enseignants, ni les fabricants. J'ai parlé tout à l'heure de Philippe Lebru, mais il y a d'autres maisons familiales, comme les Berdreau, comme d'autres. Je ne vais pas citer tout le monde parce que je ferai certainement des déçus, mais on a la chance d'avoir, et je pense qu'on peut revenir, Besançon, avec cette signature capitale de l'horlogerie française. Et le message a été lancé, j'espère pour vous qu'il sera entendu. Merci infiniment Jacques Grosperrin d'avoir été notre invité aujourd'hui dans ALPL. Merci à tous les trois d'avoir fait partie de ce club. La suite d'ALPL, c'est le grand débat et notre entretien de la semaine. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Dans une demi-heure, l'entretien de la semaine. Nous recevons ce soir André Comte-Sponville. Même s'il assure qu'il n'a rien d'un sage, il est souvent décrit comme le philosophe de la sagesse. Et de la sagesse, on en a bien besoin en ce moment. Comment voit-il l'hystérie des réseaux sociaux, les polémiques à répétition, la défiance à l'égard des élus, la colère sociale? Autant de questions que nous prendrons le temps de lui poser. Hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure et comme tous les soirs, nous irons très régulièrement en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Fanny Conquis. Oui, et nous serons notamment avec Christine Lavarde, la sénatrice LR des Hauts-de-Seine. Nous parlerons avec elle notamment de la défiance envers les politiques. Et puis elle aura une question à poser à votre invité, Rebecca. Ça tombe bien, il y répondra. Merci Fanny, à tout à l'heure. Mais d'abord, notre grand débat zoom ce soir sur l'événement constitutionnel et politique du week-end. Édouard Philippe a donc sorti le 49.3 en plein week-end sur un texte sensible et contesté. Avait-il le choix? Qui a poussé l'autre à la faute? Et quelle suite au Sénat? On va ouvrir la discussion avec nos invités dans un instant. D'abord, les réactions et les commentaires des élus de la Haute Assemblée, c'est avec Samia Dechir. La décision a fissuré la majorité jusqu'au Sénat. Ce week-end, Édouard Philippe a dégainé l'arme ultime pour faire adopter sa réforme des retraites à l'Assemblée nationale. L'article 49.3 qui engage la responsabilité du gouvernement et met fin au débat dans l'hémicycle. Une annonce qui a poussé le sénateur Michel Amiel à claquer la porte du groupe La République En Marche et du parti ce week-end. Le 49.3, c'est la goutte d'eau. Il y avait effectivement un certain nombre de maladresses, une forme de mépris à la fois des parlementaires, mais aussi des gens. Le gouvernement dit ne pas avoir eu le choix face à l'enlisement du débat à l'Assemblée où l'opposition a déposé des milliers d'amendements. Mais pour beaucoup d'élus, l'exécutif aurait surtout cherché à esquiver le débat sur le système de calcul des futures retraites. Le 49.3, c'est une arme constitutionnelle que je ne critique pas. Néanmoins, c'est toujours soit un aveu d'échec, soit un aveu de faiblesse. Et quand on a une majorité absolue à l'Assemblée nationale usée du 49.3, c'est là un aveu d'échec total. Autre argument avancé par l'exécutif, le temps. C'est ce qui aurait dicté le recours au 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites avant l'été. Il faut que la loi sur les retraites soit adoptée dans l'année 2020. On a un impératif qui ne nous appartient pas, c'est que le Sénat s'arrête pour cause de renouvellement d'une partie des sénateurs entre le mois de juillet et le mois d'octobre. Autrement dit, si vous n'adoptez pas la loi avant l'été, vous ne pouvez pas l'adopter avant 2021. Faux, répondent les sénateurs. Rien ne les empêche de jouer les prolongations cet été s'il le faut. Il faut que Madame la porte-parole arrête les fake news. Il faut qu'elle arrête les fake news. Je rappelle que depuis plusieurs années, le Sénat siège au mois de juillet. Il peut même siéger au mois d'août. La véritable histoire de tout cela, c'est un gouvernement qui, depuis le début, s'est emmêlé les pinceaux. Il fait bourde sur bourde et mensonge sur mensonge. Le texte est censé arriver au Sénat le 20 avril. Cette fois, il n'y aura pas de recours au 49.3. Le gouvernement ne peut pas l'utiliser à la Chambre haute. C'est donc au Palais du Luxembourg qu'auront lieu les débats sur la réforme des retraites.
Eh bien justement, on va éclaircir tout ça dans le grand débat d'ALPL. Avec nous ce soir, Florent Vadillo, bienvenue. Bonsoir. Président du think tank L'Hétairie, ancien conseiller spécial du garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas. Je précise que vous êtes directeur de campagne de la candidate socialiste à Périgueux, Delphine Labaille. On va donc voir, la voici, la liste de tous les candidats là-bas. Et je rappelle enfin le titre de votre livre, Les espions de l'Élysée. Éric Delannoy, bienvenue à vous également, économiste. Bonjour. Et président fondateur du cabinet Tenzing. Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico, bienvenue et merci d'être avec nous. Jean-Pierre Mignard, avocat, cofondateur du laboratoire d'idées politiques de la Terre. Merci à tous les quatre d'être ici. On a beaucoup entendu ce week-end que ce 49.3 mettait un terme clair et définitif au débat parlementaire sur la réforme des retraites. C'est faux, Éric Delannoy, les débats ne s'arrêtent pas pour autant ? Ils ne vont pas s'arrêter pour au moins 3 raisons. La première, c'est que d'abord, rien n'empêche les syndicats de continuer à négocier. On le voit bien, ne serait-ce que sur les avocats, en l'occurrence, il y a des avancées qui ont été faites. Donc les pourparlers continuent avec les différentes catégories de professions. La deuxième raison, c'est que en fait, la procédure au 49.3 ne concerne que la première lecture. Il va y avoir un passage au Sénat, il y aura un retour à l'Assemblée. Il est évident que cette procédure peut être utilisée par la suite, notamment au retour à l'Assemblée. Mais là, il faudra peut-être repréciser des règles du jeu par rapport à la capacité à gérer un débat parlementaire. Et enfin, de mon point de vue, je pense qu'il y a toujours une volonté d'avancer. Le texte qui va être porté, c'est un texte qui inclut des amendements votés et des amendements non votés, d'ailleurs, de manière à essayer de faire la démonstration qu'il y a une volonté d'avancer, même si on peut plusieurs centaines d'amendements. Exactement. Ont intégré un nouveau texte qui est en ligne sur le site de l'Assemblée. Il y a une espèce d'ouverture pour que, justement, le débat ne s'arrête pas. On peut raconter ce qu'on veut, mais en fait, les faits sont là. Et c'est pas tout à fait ce qu'a dit l'opposition ou ce qu'ont dit les oppositions ce week-end. Florent Vadillo, je rappelle les mots du Premier ministre pour justifier ce 49.3. Non pour mettre fin au débat, dit-il, mais pour mettre fin à cet épisode de non-débat, à un Parlement privé de sa fonction éminente de faire la loi. Est-ce que finalement, c'était pas le rôle du chef du gouvernement de siffler la fin d'une partie qui se jouait assez bizarrement, disons-le ? Oui. Mais. Parce que je l'attendais. In abstracto, oui. L'emploi du 49.3, je sais que certains poussent des cris d'orfraie, mais enfin, c'est dans la Constitution. Beaucoup de premiers ministres l'ont employé. On y viendra. Donc ça ne me choque pas qu'on emploie le 49.3. Néanmoins, dans ce cas précis, le 49.3, il est utilisé après une série de bévues absolument extraordinaires. Donc pour vous, c'est le contexte. Mais oui, parce que vous déposez un texte, vous laissez d'abord au Conseil d'État un temps extrêmement restreint, à tel point que le Conseil d'État, dans son avis, rend un avis vengeur pour dire qu'il a été piétiné. Bon. Donc, fort de cela, vous laissez encore moins de temps aux commissions et à la séance publique. Vous déposez une étude d'impact de plus de 1000 pages avec une incapacité tout simplement technique de l'utiliser. Vous ne prenez pas en considération des mécanismes de droit parlementaire qui sont soit le temps programmé, soit même pour les sous-amendements, l'article 44.2 de la Constitution. Donc, soit par impréparation, soit par caractère novice, c'est le caractère amateur que le président de la République revendique. Vous vous retrouvez dans une position où, face à une stratégie parlementaire annoncée, parce que tout le monde savait que les amendements auraient lieu, vous vous retrouvez à devoir utiliser le 49.3. Et vraiment, je tiens à distinguer, s'il n'y avait eu qu'un épisode parlementaire bâclé, le 49.3 s'est justifié. Là, le gouvernement qui maîtrise tout de même, sous la Ve République, la capacité de conduire les débats parlementaires, d'y mettre un terme et de les raccourcir, n'a rien fait de ce qu'il pouvait, à tel point même que la commission spéciale qui a été créée l'a été d'abord dans des formes procédurales qui ne respectaient pas les règles et qui donc c'est le président du groupe communiste qui l'a rappelé à la majorité. Donc tout ça en fait, le 49.3 vient clore une série de bévues de droit parlementaire dignes de débutants. Donc c'est ça qui est choquant en réalité. Donc plus le contexte, Jean-Pierre Mignard. Je crois que c'est une question politique quand même, plus qu'un débat de procédure, c'est vraiment une question politique. C'est la manière dont cette affaire de réforme des retraites a été engagée. On a eu une longue... D'abord, moi j'ai fait la campagne de Emmanuel Macron. Je ne me souviens pas qu'on ait parlé à un moment ou à un autre, effectivement, d'augmentation du temps de travail. Je me souviens très bien de la défense des systèmes par points, qui nous était ou m'était assez familier, puisque c'était la position de la CFDT, mais je ne me souviens absolument pas que cela ait été dit. D'ailleurs, le président de la République, il y a encore peu de temps, le rappelait dans une conférence de presse. Il était hostile à une augmentation du temps de travail. Or, cette affaire est née avec la volonté par un certain nombre de membres de la majorité
de poser la question du financement des retraites simultanément à celle de la réforme du système. Donc pour vous, c'est l'aile droite du macronisme oui, je le pense. qui est montée au créneau en disant... Oui, mais à un moment donné, écoutez, à un moment donné, il faut quand même se dire les choses avec beaucoup de vérité. D'ailleurs, moi, je ne leur fais pas le reproche, c'était leur position. C'était leur position quand ils étaient dans l'opposition à Emmanuel Macron. Ils étaient sur des positions d'ailleurs beaucoup moins radicales sur le temps, parce qu'ils étaient c'était plutôt l'aile juppéiste que celle défendue par M. Fillon. Mais enfin, en tout cas, c'était leur position. Donc ils n'ont pas abdiqué leur position. Et semble-t-il, dans des arbitrages internes où je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont obtenu gain de cause. Ce qui fait que cette réforme a eu deux têtes, ou deux pères, deux mères. Et à la fin, il y a des problèmes pour l'accouchement de l'enfant, on le voit bien. Donc un débat gauche-droite, si on peut dire, qui finalement réapparu au sein d'une majorité qui pensait que l'on pouvait sublimer tout ça, l'oublier et passer à un autre monde. Jean-Sébastien Ferjou, cette utilisation du 49.3, on a entendu effectivement les oppositions pousser des cris d'orfraie. C'est un outil constitutionnel, il a été utilisé une fois de plus. Que faut-il en dire? Est-ce que c'est un problème de contexte? C'est un 49.3 qui arrive après des mois de cacophonie et de bévues, comme le dit Florent Vadillo, ou il ne vous choque pas ce 49.3? L'utilisation du 49.3 en théorie ne me choque pas, mais là, dans la réalité, je ne sais pas si ça me choque, c'est juste que je trouve que la ficelle est un peu grosse, quoi. Il y a une majorité qui est clairement en grande difficulté pour les municipales. Je ne sais pas si ça met véritablement fin au débat parlementaire, mais ça met incontestablement fin au débat au sein de la majorité, parce que le sujet est là. Il y a quand même des gens qui sont en campagne, qui sur le terrain entendent beaucoup de contre-arguments ou de récriminations contre cette retraite-là, et que ça les mettait dans une situation impossible. Soit défendre la réforme au niveau national et se suicider un peu électoralement au niveau local, parce que moi je ne crois pas une seconde que l'électeur de droite soit une pauvre chose pavlovienne qui on lui dit réforme et est content et signe des deux mains. À un moment, les gens sont quand même capables d'apprécier le contenu de la réforme. En l'espèce, voilà, ce débat où la manière et les erreurs parlementaires dont vous rappeliez, mais pas seulement parlementaires, techniques aussi, font qu'on n'aura rajouté que de l'angoisse à de l'angoisse. Je ne croise dans ce pays que des gens qui disent maintenant, je sais très bien que je n'aurai pas de retraite. Alors je ne vous dis pas que la situation était parfaite avant. À la limite, quoi qu'on pense du contenu de la réforme et quoi qu'on pense du système par points, je pense que le bilan politique est calamiteux. Et quand je lis ce matin dans Le Parisien qui rapporte des propos d'Édouard Philippe qui considère que la séquence est derrière eux et que les Français sont passés à autre chose, je dis mais ce pauvre monsieur Philippe, c'est comme les 80 km/h, c'est comme la taxe carbone, c'est comme les APL, voilà, ça c'est certain, son instinct ne le trompe jamais. Et justement, c'est la 89e fois, précisément depuis le début de la Ve République, que le gouvernement engage sa responsabilité en faisant usage du 49.3, et c'est un Premier ministre de gauche qui l'a le plus utilisé, Michel Rocard. Petit rappel historique que je vous invite à regarder en images. 28 fois entre 1988 et 1991 pour Michel Rocard. Après lui, Édith Cresson l'a utilisé 8 fois en 10 mois. Avant eux, Jacques Chirac 8 fois. Et plus récemment, Manuel Valls 6 fois. D'ailleurs, au passage, écoutez ce que disait à l'époque Édouard Philippe, qui était alors député LR. C'était sur le plateau de Public Sénat en 2016. Vous savez parfaitement d'ailleurs, le 49.3, ça n'a jamais été une arme destinée à museler l'opposition. C'est une arme destinée à museler la majorité. C'est quand le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée, quand il n'est pas sûr de faire adopter un texte par l'Assemblée, qu'il utilise le 49.3. Éric Delannoy, il y a des archives qui font un peu mal. Enfin non, elles font pas mal. Si on regarde la cohérence de ce que signifie le 49.3, il faut voir que le 49.3, c'est une contrainte pour personne, c'est assumé par tous les pouvoirs. Je rappelle quand même que depuis la Ve République, il y a eu 26 réformes constitutionnelles qui auraient permis de l'éliminer, si c'était aussi insupportable que ça, que la seule fois où on a essayé de le réformer, c'est le 23 juillet 2008, où on n'a pas voulu le supprimer, on l'a juste un peu encadré pour limiter son recours. Donc en fait, c'est un article qui est totalement assumé par tous les pouvoirs parce qu'il permet la réforme et il permet l'action et il permet de faire en sorte justement que les minorités ne puissent pas prendre le pouvoir sur le Parlement. Ça veut dire que c'est exactement ce qui se passe. C'est une vision très favorable du droit parlementaire. En fait, quand vous regardez l'historique qui vient d'être présenté, le 49.3 a été utilisé dans l'histoire autant pour combler les problématiques de majorité de circonstances que justement pour éviter les blocages. Ça a été le cas notamment dans le cadre du CPE par le Premier ministre de l'époque. Ça veut donc dire que c'est un article qui est assumé par tous les pouvoirs politiques et aujourd'hui, il est bien évident que comme c'est défavorable à l'opposition, quand on est dans la majorité, c'est un outil, c'est un instrument d'action. Quand on est dans l'opposition, c'est un instrument de frustration. Donc il existe, on l'utilise, Florent Vadillo. Bien sûr. Attendez, je trouve ça absolument extraordinaire.
Le gouvernement, je vais revenir sur mon argumentaire précédent, le gouvernement s'est lui-même mis dans la nasse parce qu'il a bâclé sa réforme, l'encre n'était même pas encore sèche quand elle est allée au Conseil d'État et quand il a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je finis. Donc le temps programmé ne pouvait pas être déclaré parce que vous ne vous mettez pas dans cette situation où l'opposition est toujours systématiquement opposante. Ça n'est pas vrai. C'est que le gouvernement, en l'occurrence, c'est le cas. Sabré. C'est votre vision des choses, mais le gouvernement a été déclaré et assumé. Le gouvernement a sabré la concertation. Il a sabré la capacité du Conseil d'État à s'exprimer. Et il a contraint le Parlement. Le Parlement, il a fait ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire il a déposé des amendements. Et donc vous vouliez qu'il sabre en plus la capacité à sortir correctement de cette place. Sur la question des sous-amendements qui occupent quand même beaucoup le gouvernement, je rappelle que l'article 44.2 qui a été utilisé pendant le mariage pour tous n'a même pas été soulevé. Donc c'est bien que le gouvernement, à la fois, il ne sait pas comment se sortir de cette difficulté-là, et qu'en plus il ne veut pas s'en sortir. Parce que c'est ça, il y a dans le gouvernement une forme d'obstination à penser que ça va passer malgré tout. Ça ne passe pas parce que après 3 ans où le Parlement s'est fait piétiner, le Parlement se rebelle avec les moyens qui sont les siens. Jean-Pierre Minard. Oui, le malaise qu'on peut avoir, c'est que le gouvernement avait quand même aussi une autre possibilité, c'était un vote bloqué, par exemple, qui consistait à voter tout ou partie du texte en demandant à la majorité sur ce point d'être disciplinée et d'être solidaire. Ce choix, il ne l'a pas fait, peut-être par crainte, je ne sais pas, car en effet, le 49.3 présente la particularité souvent d'entraîner, il n'y a pas de vote, et puis deuxièmement, ce qui met à l'abri, et dans le confort aussi, peut-être certains opposants au sein même de la majorité à la réforme, et deuxièmement, ça amène les oppositions à une motion de censure que ne voteront pas les membres de la majorité, même hostiles à la réforme. Donc c'est vrai que c'est parfaitement constitutionnel, c'est légal, et ça repousse une question politique un peu plus loin, mais qui dans tous les cas se reposera tôt ou tard. Mais la question politique se posera effectivement sur les rapports de force, mais elle se pose aussi sur le fond. C'est-à-dire qu'il y a 3 questions qui se posent. Cette réforme est-elle juste ? Quelqu'un est-il capable de répondre à cette question-là, y compris parmi la majorité? On entend des gens qui ont l'air de considérer que pour les femmes ou pour X ou X catégories, ça n'est pas le cas. Cette réforme est-elle maîtrisée? Vous le rappeliez, le Conseil d'État ou d'autres ont montré que les textes étaient quand même bizarrement écrits. Et au-delà de ça, je pense que les études d'impact sont devenues impossibles parce que le système français, de manière générale, est beaucoup trop complexe d'un point de vue fiscal et d'un point de vue social. Ordonnances. Donc personne, je pense, dans ce pays n'est capable de dire ce qu'il en sera dans 10 ans, dans 15 ans et quel sera l'impact réel de cette réforme-là. Et dernière question, l'équilibre des retraites ou l'avenir du système de retraite français est-il mieux garanti si cette réforme est votée que si elle n'était pas votée? Même chose, je pense que personne n'est capable de répondre. Donc je pense que ça fait quand même beaucoup d'inconnus politiques, que le gouvernement opportunément, et notamment parce que je vous le disais tout à l'heure avec ce calendrier électoral, essaye de balayer sous le tapis, mais la question va lui revenir comme un boomerang, évidemment, et même de la part de bien d'autres gens que les opposants de la France Insoumise. Je laisse répondre Éric Delanoë et ensuite Florent Vadillo, et on va en salle des conférences. Non mais vous avez raison, vous êtes en train de traduire le fait que cette réforme est une réforme systémique, extrêmement difficile à anticiper quant aux conséquences à long terme. Donc effectivement, essayer... Donc est-il raisonnable Est-ce que c'est raisonnable de s'y attaquer? Oui, peut-être qu'il y a eu des maladresses, j'en conviens certainement. Maintenant, moi qui suis un spécialiste de la transformation, je peux vous garantir que quelle que soit la manière de s'y prendre, ça ne pouvait que mal se passer. Ça va se faire par ajustement. Et des ajustements, il y en a déjà eu depuis début décembre. Aujourd'hui, la CFDT est prête à reconnaître qu'il y a beaucoup d'avancements, notamment sur la pénibilité. Les professions sont en train de s'en saisir pour faire en sorte d'en sortir. Donc on va y arriver. Ça prendra du temps, on va y arriver. Vous considérez qu'on va arriver à un résultat qui sera plus positif, sauf que la question qui se pose et que se posent les Français, c'est que précisément, ils sont loin d'en être certains et que malgré tout, on a l'impression que le vrai sujet politique, c'est qu'Emmanuel Macron a voulu montrer que son quinquennat, c'était pas terminé avec les Gilets jaunes. On ne fait aucune réforme de système de retraite. Or, il faut faire une réforme. On aurait pu faire une réforme sur le financement. Je rappelle une chose, c'est que la réforme, elle n'existe pas. On peut me parler de réforme systémique. Elle n'existe pas, la réforme. Il y a plus de 29 ordonnances prévues. Ça veut dire que ce sont 22. Ce sont 29 chèques en blanc. Donc, on peut parler d'ajustements successifs, mais il y en a 22 ajustements. Et il y a eu 2 ans de concertation, soi-disant, portée par Delevoye. Donc, honnêtement, une réforme aussi systémique, je pense qu'elle pouvait attendre 1 an de plus pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'un peu moins l'impression de l'amateurisme, et surtout, parce que c'est quand même là-dessus qu'Emmanuel Macron, et j'en finis, a fait sa campagne, donner une ligne d'horizon aux Français.
Et on rejoint Jean-Sébastien Ferjou, personne ne sait ce qu'il va advenir de cette réforme, même pas les parlementaires qui la votent. Ce week-end, parmi les réactions, on a remarqué celle de Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR. Pourquoi celle-ci ? Eh bien parce qu'il soulève un autre point constitutionnel intéressant. Sur Twitter, il nous dit « L'obstruction à bon dos, le recours au temps programmé aurait permis de cadrer les débats, mais l'amateurisme du gouvernement et de sa majorité en a décidé autrement. » Je pense que beaucoup de nos téléspectateurs ignorent l'existence même et la définition de cette question du recours au temps programmé. Je vais donc vous interroger dans un instant. On va d'abord prolonger l'argumentation de droite avec Bruno Carucci qui est en salle des conférences avec Fanny Conqui. Roger Carucci, Bruno Retailleau a déclaré que le gouvernement aurait pu éviter le 49.3 en ayant recours au temps législatif programmé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement de quoi il s'agit ? C'est extrêmement simple. Le règlement de l'Assemblée nationale, l'article 49, prévoit la possibilité pour la conférence des présidents, c'est-à-dire pour les présidents de groupe essentiellement, de décider un temps programmé, 60 heures ou 120 heures. Sauf que si le gouvernement demande une procédure accélérée, c'est-à-dire demande à ce qu'il n'y ait pas 6 semaines en commission mais seulement 2, un président de groupe peut s'opposer au temps programmé en conférence des présidents. Il faut l'accord de tous. Or là, eh bien, les présidents des groupes communistes et France Insoumise, France Insoumise, s'y sont opposés en disant vous ne pouvez pas nous dire procédure accélérée, pas de possibilité pour les commissions de travailler sur le fond, et nous dire en plus pas de débat assez long. Donc le gouvernement aurait pris la décision d'avoir un temps normal, 6 semaines de commission, et venir en séance. Le temps programmé était de droit. Ce recours au 49.3, qu'est-ce que vous en pensez qu'il arrive maintenant ? Je peux comprendre que quand il y a 41 000 amendements, on se dit on s'en sortira pas. Mais le gouvernement s'est mis tout seul dans cette situation. Parce qu'il avait largement le temps. Et puis on vient de le dire, il avait d'autres options. Il avait le temps, il pouvait faire les 6 semaines de commission, le temps programmé, ce qui aurait fait 3 semaines maximum pour finir le texte, puis de transfert au Sénat où il n'y a pas de blocage et où on aurait pris le temps et où le texte était adopté sans problème avant la fin juin. Ils s'y sont pris comme des pieds, voire comme des manches, en provoquant le Parlement et en n'acceptant pas le débat. C'est une question de quoi ? D'amateurisme ? Ou c'était une volonté, une stratégie, selon vous, de la part de La République En Marche ? Et de l'exécutif ? Et si c'était les deux ? Je crains que ce soit un peu les deux. Un peu, ils se sont pris au piège et pris les pieds dans le filet sur cette affaire de temps programmé. Ils pensaient que si le président de l'Assemblée le proposait, ça allait passer de soi. Ça n'est pas passé de soi parce que le règlement ne le prévoit pas comme ça. Et deuxième élément, ils ont probablement pensé qu'au bout d'un moment, les parlementaires s'épuiseraient et laisseraient passer sur les amendements. Dans les deux cas, ils se sont trompés. Mauvaise estimation de la force parlementaire et aujourd'hui, situation calamiteuse puisque le gouvernement se retrouve avec un texte dont il ne sait que faire et que le Sénat n'attendait pas spécialement comme ça. En tout cas, le Sénat va poser des conditions. Merci Roger Carucci pour vos explications et votre réponse. Merci Fanny, je vous laisse répondre. Jean-Pierre Mignard et Éric Delannoy. Enfin, il a tout dit sur le. C'était pas la solution non plus. Le blocage aurait été là. S'il y a eu blocage aussi, c'est parce qu'il y avait quand même un blocage social. Quand même, c'est pas simplement une question de procédure ou des obstructions parlementaires qui font. C'est qu'il y a quand même un désaccord au sein de la société qui est quand même extrêmement important. Ça, je pense que c'est le reproche premier qu'on peut faire. C'est-à-dire, une question, débat sur les retraites, ça doit demander une adhésion quand même la plus large possible. Unanime, ça me semble difficile, mais la plus large possible. Parce que c'est, comme je le dis, c'est même pas une question politique, c'est quasi une question anthropologique de savoir comment dans une société les gens vont vieillir ensemble et à quel type de partage ils consentent. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on voit bien, parce que le bon sens existe néanmoins, on voit bien qu'il y a catégorie du professionnel par métier, des travaux qui ne sont pas identiques. Donc il va falloir statuer sur des niveaux de pénibilité ou de peine qui ne sont pas identiques. Donc on va de toute façon peu à peu restaurer des régimes spéciaux. C'est-à-dire, peut-être qu'à la fin on va dire, mais en fait ça a été une grande entreprise de modernisation du système des régimes spéciaux, puisqu'à d'anciens régimes spéciaux ont succédé de nouveaux régimes spéciaux fondés ou spécifiques. Ah bah oui. Ce sont des artifices sémantiques. Et là, ça peut être la seule chance qu'a le gouvernement aujourd'hui, s'il en a encore une, c'est de céder, je dis bien, de céder à l'UNSA et à la CFDT sur les propositions de pénibilité qu'elles font. C'est-à-dire que ça permet à ces syndicats de dire « nous sommes allés le plus loin possible et nous avons beaucoup obtenu ». Alors dans ces conditions, on se souviendra de tout ce qui a été dit ici,
mais à la fin, ça n'apparaîtra pas l'injustice sociale que commence à dénoncer ce soir Laurent Berger. Éric Delannoy ? Non, mais je suis en partie d'accord avec ce que dit M. Mignard. C'est que, en gros, que ce soit un accord global de la population, je rappelle quand même, et je vais dire la limite de ce que je suis en train de dire moi-même, hein, je rappelle quand même que la réforme des retraites était une des promesses centrales du programme d'Emmanuel Macron. Il est vrai qu'on n'avait pas évoqué l'âge pivot et qu'on n'avait pas évoqué la conférence de financement. L'erreur a été... L'erreur est... Non, mais de toute façon, vous verrez qu'on sera amené à en parler dans quelques années. C'est pas grave. On aurait pu le mettre sous le tapis, effectivement. Il y a Édouard Philippe qui a réussi à convaincre Emmanuel Macron qu'il fallait le mettre non pas sous le tapis, mais sur le tapis. Donc ça a probablement été... Ça a été... Non, mais ça a été probablement une erreur. Je suis assez d'accord. Néanmoins, c'était dans le programme. Il y avait donc une volonté de la France et du président démocratiquement élu de faire la réforme. Ça, c'est le premier élément. Ben non, mais après, on peut remettre en cause la légitimité d'Emmanuel Macron. Oui, mais l'âge change tout. Vous êtes d'accord ? L'âge change les modalités. Après, sur un modèle comme ça, sur une réforme comme ça, j'ai une conviction absolue, c'est qu'une réforme comme ça ne peut se faire que par ajustement. Qu'on dise qu'il n'y a pas eu de concertation, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai vécu, dans le cadre de l'Agir Carco, les concertations pendant 2 ans avec Jean-Paul Delevoye. Il y a un travail énorme de préparation qui a été fait, notamment sur des aspects techniques qui auraient été qu'il aurait été impossible de mettre dire que ça aurait sur été la table. pire s'il n'y avait pas eu ça aurait ces 2 été ans. absolument pire parce qu'on a abordé des aspects techniques qui seraient même impossibles de mettre sur la table parce qu'ils sont incompréhensibles pour le commun du mortel. Ce qui est normal, on parle de sujets techniques, on parle de sujets informatiques, on parle de sujets de rapprochement de caisses, on parle de sujets juridiques, bref, des sujets incroyablement compliqués. Donc le travail préparatoire, il était fait dans le cadre d'un accord avec les syndicats qui était très important. La CFDT et la CGT, dans ce cadre, pendant 2 ans, ont travaillé de concert avec Jean-Paul Delevoye sur ce sujet-là. C'est quand on l'a mis sur la scène politique qu'on a effectivement mis en évidence le fait qu'il y avait des gens qui n'en voulaient pas du tout. Et quand on dit d'amateurisme, moi je suis désolé, un gouvernement, pour qu'il fasse passer une réforme avec des gens en face qui de toute façon ont décidé de le détruire, coûte que coûte, et Jean-Luc Mélenchon l'a réaffirmé à dire qu'il ferait une stratégie d'obstruction. Il l'a dit, il l'a affirmé, il y a des archives qui sont en train d'être montrées pour montrer qu'en fait c'était sa stratégie de faire en sorte tout ce qu'il était en son pouvoir pour que ça ne n'existe pas. Et donc il a poussé le gouvernement à la faute. Et ce n'est pas de l'amateurisme qui fait qu'ils sont tombés dedans. C'est quand même extraordinaire. On est en train de nous expliquer que finalement le pays est ingouvernable. Parce qu'il suffit que l'opposition s'oppose. Le pays est difficilement gouvernable, non, je suis d'accord. Vous oubliez un point. Et il faut revenir sur l'épure de ce qu'a dit Roger Carucci. Il a dit, si le gouvernement n'avait pas déclaré la procédure accélérée, le temps programmé était de droit. De droit. Donc l'opposition n'aurait pas pu s'exprimer comme cela. Pourquoi le gouvernement n'a pas voulu avoir la procédure normale, alors même que ça lui aurait quand même permis de peaufiner les détails? Je vais y venir. Pour une simple et bonne raison, c'est que le texte était examiné le 7 mars, c'est-à-dire 1 semaine avant le premier tour des élections municipales. Et que ça, le gouvernement ne voulait pas prendre ce risque politique. Donc le gouvernement déclare la procédure accélérée sur un texte bâclé, se met lui-même face à une opposition qui est devenue irréductible, et je dis bien irréductible, parce qu'il a abdiqué lui-même ses capacités de la bâillonner. Donc qu'on ne me dise pas ça. Le gouvernement a fait un mauvais calcul politique, un mauvais calcul calendaire, et aujourd'hui on nous explique que c'est l'opposition qui est responsable de tout, alors même que la Ve République a été créée pour museler un Parlement indocile, sauf quand, effectivement, les effets de bord sont utilisés intelligemment par l'opposition. Jean-Sébastien Vergeux, après on se projette un petit peu sur la suite. Je pense que de toute façon, il était difficile, même si la réforme avait été évoquée dans le cœur du projet d'Emmanuel Macron, mais enfin, c'était pas non plus là-dessus que s'est fait la campagne, difficile de faire comme s'il n'y avait pas eu les gilets jaunes. À un moment, il est difficile, enfin, il y a quand même une contradiction dans les termes, réforme systémique, minorité sociologique. Enfin, on vit une crise de défiance. Un autre gouvernement, il serait confronté de la même manière. Est-il raisonnable de s'engager dans une réforme systémique quand vous n'avez plus qu'une minorité? Et encore une fois, personne d'autre n'a une majorité alternative dans le pays. Moi, je ne conteste absolument pas la légitimité d'Emmanuel Macron. Je vous dis juste politiquement, ça n'a pas de sens de s'engager dans une réforme comme ça, alors même qu'on voit bien que c'est une lubie de technocrate, puisque qu'est-ce qui s'est passé? C'est Emmanuel Macron cherchait à, qu'est-ce que je peux dire sur les retraites. On lui a ressorti ce qu'il y avait dans les cartons du Conseil d'État, c'est une vieille lubie du Conseil d'État, ce projet d'universalisation. Mais tout le monde voit bien qu'il y a des situations particulières. On aurait pu avoir une ambition moindre, je ne sais pas, dire il faut revenir sur qui mérite ou non un régime spécial, puisque de toute façon, sans avoir fait les autres réformes dont le pays a besoin, une réforme de simplification fiscale, une réforme de simplification des aides sociales, il est impossible de procéder par ajustement. Je vous rappelle que le gouvernement précédent, le quinquennat précédent, a fait rentrer 1 million de personnes dans l'impôt sur le revenu sans s'en rendre compte. Plus personne ne maîtrise
le système fiscal français. Et donc l'erreur politique, elle est là. Et encore une fois, moi je suis persuadé qu'Emmanuel Macron ne s'est engagé là-dedans que pour une seule chose. Il a voulu montrer que son quinquennat ne s'était pas terminé avec les Gilets jaunes. Et tous les regards sont désormais tournés vers le Sénat. Le texte est censé arriver à la Haute Assemblée la semaine du 20 avril. Mais Gérard Larcher voit les choses un petit peu autrement. On ne l'a appris que ce matin, mais selon le Figaro, dès mercredi dernier, le président du Sénat a envoyé une lettre à Édouard Philippe lui demandant de repousser de 15 jours l'examen du texte, le temps d'attendre les conclusions de la conférence de financement. Une conférence de financement dont Force ouvrière vient de claquer la porte. On l'apprend ce soir. Éric Delannoy, est-ce que c'est un minimum? Est-ce qu'au moins, et à l'heure où on se parle, Édouard Philippe n'a pas encore répondu à Édouard Philippe sur ce point? Est-ce qu'on peut au moins laisser 15 jours de plus au Sénat, le temps d'avoir les résultats de cette conférence de financement, d'après vous? Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Je ne rentrerai pas dans le débat sur le calendrier électoral parce que je ne pense pas qu'on vote au municipal en regardant les réformes nationales. Mais ça, c'est une opinion tout à fait personnelle. Et c'est, de mon point de vue, les réflexes de l'ancienne politique qui regardaient les échéances électorales pour agir ou ne pas agir. Les municipales sont très particulières. Oui, effectivement, elles sont très particulières. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, il y aurait tout intérêt à attendre les conclusions de la conférence de financement et donc de reporter. Ça va donner des éléments extrêmement importants pour pouvoir continuer, des éléments qu'on attend sur l'équilibre financier potentiel, sur des accords potentiels entre les syndicats, où on va avancer de nouveau vers quelque chose de construit. Quand je parle d'avancer pas à pas, la conférence de financement en fait partie, même si je fais partie de ceux qui estimaient que c'était pas forcément la partie paramétrique de la réforme n'était pas forcément celle qu'on devait mettre en avant. Mais ça a été mis en avant et à mon avis, maintenant, il faut aller au bout. D'autant plus qu'à travers cette conférence, on va aborder des sujets très importants à partir du moment où dans la réforme, il va y avoir des amendements qui introduisent des nouveaux droits, il va falloir les financer, donc il va falloir y répondre, même si je suis assez d'accord sur le fait que c'est très compliqué aujourd'hui de dire ce que donnera dans 20 ans une réforme qui décide aujourd'hui sur un mode de financement. Ce qui est important, c'est de définir les grands équilibres et de définir les grands principes qui vont procéder, qui vont permettre l'équilibre de cette réforme. On ne trouvera jamais, mais je le dis, on ne trouvera jamais la possibilité d'équilibrer d'ici 20 ans le régime des retraites. Ce n'est pas possible. À un moment, il faut qu'on pose les principes et qu'on fasse confiance derrière à ce que cet ajustement se fasse correctement. Cette demande de Gérard Larcher m'amène à une autre question, Jean-Pierre Mignard. Est-ce que cet épisode pourrait profiter au Sénat? Je vais citer Jean-Jacques Urvoas, que vous connaissez bien, Florent Vadillo, ancien garde des Sceaux, qui dans une tribune au Parisien nous dit « Pour le Sénat, l'enrayement de l'Assemblée est une chance incroyable. Une fois de plus, ce sera au sein du Palais du Luxembourg que s'écrira la loi. » Qu'en pensez-vous? Le Sénat n'a pas toujours écrit la loi, mais il est évident que vu la crise qui secoue le pays et le blocage de l'Assemblée nationale, sa thrombose même, on peut le dire, parce qu'en effet, le Sénat porte une responsabilité. Moi, je suis assez d'accord avec la demande du président du Sénat, c'est une demande à laquelle toute une partie de la majorité, d'ailleurs, s'était associée, c'est-à-dire qu'il fallait attendre au moins le résultat de la conférence de financement, pour savoir effectivement quel était le mode de financement qui était choisi. Même pas. Ce qui fait que les députés ont quand même largement voté sur des propositions non financées, ce qui d'ailleurs, même sur le plan constitutionnel, poserait indéniablement un problème. Donc que le Sénat tente de restituer, je dirais, un minimum de bon sens, me semble, sa mission, si on admet que c'est une chambre raisonnable par rapport à une chambre quelquefois prise de folie. C'est pas impossible. Et j'ai un autre point de vue en machine, j'allais dire, un autre avis de quelqu'un que vous connaissez bien aussi, Jean-Philippe de Rosier, qui fait partie de votre think tank, et lui, à notre journaliste François Vignal de publicsénat.fr, est-ce que ça va profiter au Sénat? Il répond « Oui, le Sénat peut être avantagé car les débats y seront plus sereins, dit-il, mais non, car ce sera le texte des LR qui sortira. » Qu'en pensez-vous, Florent Vadillo? Effectivement, je suis plus d'accord avec Jean-Philippe de Rosier que Jean-Jacques Urvoas. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais le risque est que la majorité LR pousse son avantage et que le texte ne soit pas un texte de compromis, mais un texte qui soit un étendard, en quelque sorte. Donc, ce qui impliquerait que l'effet de balancier renvoie à l'Assemblée nationale le soin de toiletter un texte et de le remettre au goût du jour, en tout cas au goût du gouvernement. Sauf si, mais on n'y a pas été habitué jusqu'à présent, Édouard Philippe réussit à s'entendre avec la majorité LR du Sénat. Je crois que ça n'est pas l'intérêt de la majorité LR du Sénat, qui, à mon sens, joue plutôt l'objectif de montrer quelle réforme elle aurait voté. Donc sur cette ligne de crête qui est de dire la réforme du gouvernement elle est mauvaise pour telle raison, voilà, si nous on était aux responsabilités, voilà la réforme que l'on aurait votée. Et donc je pense elle va être très politique, donc tout ça. Elle va être très politique, et l'avantage c'est que le Sénat permet ce genre d'expression parce que vous n'avez pas effectivement les excès tribuniciens qu'il y a à l'Assemblée nationale. Mais le retour de balancier risque d'être tout de même problématique, ou alors le gouvernement sera assimilé à un texte LR, ce qui ne ferait que aller dans le sens de la critique. Donc je pense que c'est un
c'est un piège, le Sénat. C'est un peu un triangle des Bermudes. Le gouvernement risque de s'y perdre. Jean-Sébastien Ferjou. Je suis assez d'accord avec l'argumentation qui vient d'être exposée, d'autant qu'il y a incontestablement un argument de raison. Pourquoi devancer les résultats de la conférence de financement? Mais probablement aussi une habileté, c'est-à-dire y aura-t-il un résultat à la conférence de financement? Parce que l'éléphant dans la pièce, c'est quand même celui-là. On ne voit pas quelles solutions peuvent être trouvées ou quel compromis. Force ouvrière a quitté la conférence de financement. Non mais voilà, on ne voit pas quelle va être la solution. C'est-à-dire que ce qui est apparu comme une habileté, et c'est là quand même où il y a une forme d'amateurisme politique, et peut-être juridique aussi d'ailleurs de la part du gouvernement, ce qui est apparu comme une habileté pour se sortir de la phase aiguë du conflit et des mouvements de grève. Alors voilà, on a jeté le ballon. C'était l'idée de Laurent Berger. La beauté en touche. Oui, mais parce que Laurent Berger est confronté exactement à la même difficulté. Lui aussi est contesté par ses troupes. Donc de toute façon, tout le monde avait un intérêt à se sortir de ce moment de blocage. Simplement, c'est reculer pour mieux sauter, puisque la CFDT ne sera pas d'accord avec le MEDEF. De toute façon, il n'y a pas de solution. Quel compromis peut-on trouver? Il y a des demandes qui sont irréconciliables entre ce que souhaitent les différents partenaires sociaux. Donc on ne va pas, il n'y a pas de baguette magique, et je pense que le Sénat, ou en tout cas la majorité des Républicains au Sénat, parce qu'ils voient aussi qu'il y a des élections municipales, ils voient aussi qu'accessoirement les élections municipales, c'est aussi ce qui permettra de maintenir une majorité au Sénat, parce que voilà, les grands électeurs sont quand même élus, notamment lors des élections municipales. Et donc on voit bien que cette réforme-là, plus personne ne sait où elle en est. Tout le monde est dans ses petits calculs de comment on tire son épingle du jeu. Et on s'arrêtera là. On suivra évidemment le dossier de très près dans les semaines et les mois à venir. Merci à tous les quatre. La suite d'ALPL, c'est l'entretien de la semaine. Nous recevons ce soir André Comte-Sponville. Il est souvent perçu comme le philosophe de la sagesse. On va lui demander quel regard il porte sur cette période de frénésie collective, d'hystérie des réseaux sociaux, de défiance quasi compulsive à l'égard de nos élus. Mais on va commencer par analyser avec lui cette peur qui a gagné tout le pays, celle du coronavirus. Faisons d'abord le point sur les annulations d'événements en cascade par l'exécutif. C'est avec Cécile Sixou. Je vous demande, s'il vous plaît, de quitter les lieux. Dimanche, sur le marché de Crépy en Valois, les commerçants ont dû remballer leurs stands. Il n'y a pas de marché aujourd'hui. Comme dans 8 autres communes de l'Oise, le gouvernement a interdit tout rassemblement, dont les marchés. Une décision que localement on ne comprend pas bien et qui manque de cohérence pour Olivier Paccaud, le sénateur LR de l'Oise. On a interdit les marchés. Bon, par contre, on peut aller dans les grandes surfaces. Alors, il faut que la vie économique continue, mais c'est vrai que dans le petit marché du bourg de 3500 habitants, vous allez avoir 50 personnes. C'est un manque à gagner pour les commerçants, c'est une perte de vie locale. Et puis, à côté de ça, vous avez la grande surface, vous allez avoir plusieurs centaines de personnes. Même questionnement autour d'une autre mesure annoncée samedi par le ministre de la Santé, Olivier Véran. L'interdiction dans certains cas des rassemblements en milieu ouvert. Le gouvernement a par exemple fait le choix d'annuler le semi-marathon de Paris, mais il maintient en revanche les matchs de foot et de rugby. Pour Édouard Philippe, c'est le type d'événement qui justifie ces choix. Nous avons considéré qu'un certain nombre de manifestations à l'extérieur peuvent se tenir parce que le risque est limité, alors que d'autres sont plus importantes. Le semi-marathon fait venir des gens du monde entier, parce que c'est une course extrêmement réputée, et donc tombe dans la catégorie des événements qui permettent un brassage international. Voilà, c'est ça la raison. En milieu fermé, les règles sont plus claires. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits. Les salons de l'immobilier à Cannes ou le salon du livre à Paris ont par exemple été annulés, mais ces règles interrogent notamment sur d'autres lieux confinés comme le métro parisien, dont la fermeture n'est pas encore à l'ordre du jour selon la maire de Paris, Anne Hidalgo. Nous ne sommes pas encore dans la phase 3, mais évidemment, j'imagine, et on en discutera avec les autorités nationales et le préfet de zone, la question des transports en commun se posera. Si la politique du cas par cas suscite des interrogations, il s'agit pour le gouvernement de résoudre la difficile équation de freiner au maximum le virus sans pour autant tomber dans la psychose. Allons plus loin dans l'entretien de la semaine, donc avec vous, André Comte-Sponville. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philosophe, vous avez été membre du Comité consultatif national d'éthique. Vous publiez « J'ai cru que c'était un homme, Alain, les religions, la laïcité, l'antisémitisme ». Et les éditions de l'Erne vous mettent à l'honneur en vous consacrant une monographie, Cahier Comte-Sponville, dirigée par François Livonnet. Merci infiniment d'être avec nous. On voit bien, on sent une certaine panique devant ce coronavirus. On voit des autorités prendre des mesures fortes, parfois
parfois un petit peu incohérentes, ce qui peut d'ailleurs provoquer encore plus d'inquiétude. Comment le philosophe que vous êtes et le philosophe dit de la sagesse que vous êtes voit cette situation de panique générale? Panique, c'est exagéré. C'est exagéré. On n'en est pas là. Il y a un peu d'inquiétude, parfois un peu d'exagération. Mais j'ai pris le taxi pour venir ici. Ouais. Je n'ai pas vu un seul masque dans la rue. Les gens sont sereins. Les gens vont travailler normalement, prennent le métro normalement, dans une promiscuité beaucoup plus grande qu'au Louvre, entre nous soit dit. Et donc, moi, je vois ça à la fois avec intérêt et sérénité. Alors, sérénité d'abord parce que ce n'est pas si grave. Hein. C'est un virus relativement peu contagieux, un peu plus que la grippe saisonnière, beaucoup moins que la rougeole. C'est un virus avec un taux de mortalité relativement faible, 3%, sans doute moins, si on prend en compte tous les cas non diagnostiqués. Là encore, c'est plus grave que la grippe saisonnière, mais beaucoup moins grave que des tas d'autres maladies. Donc, il ne faut pas en rajouter trop. Alors, je ne suis pas là pour juger les mesures de prophylaxie. Je ne suis pas médecin, encore moins infectiologue. Mais voilà, ça n'est pas la fin du monde. Et en même temps, ça donne à réfléchir parce que nous ne sommes pas à l'abri d'un virus ou d'une bactérie beaucoup plus contagieuse et avec un taux de mortalité beaucoup plus grand. Vous savez, je me souviens, il y a une vingtaine d'années, j'animais un séminaire sur le thème philosophie et médecine avec de grands médecins hospitaliers. Et je revois l'un des médecins qui était là, un infectiologue, professeur en infectiologie, nous dire exactement ceci. Le combat multimillénaire entre les microbes et l'humanité, ce sont les microbes qui vont le gagner. Et ça m'a donné à réfléchir parce que c'était d'abord la fin du triomphalisme médical qui tendait à régner dans ma jeunesse. Et puis parce que ça veut dire que l'humanité peut disparaître. Et je dirais même l'humanité va disparaître tôt ou tard pour 1000 raisons possibles. Et certainement pas pour ce virus-là. Et donc, je ne veux pas inquiéter les gens, mais si on prenait en compte le pire qui est possible, voire le pire qui un jour ou l'autre adviendra, ça relativiserait beaucoup les petits soucis que nous rencontrons aujourd'hui, que ce soit ce coronavirus ou que ce soit la réforme des retraites. Donc la fin du monde, très certainement, mais peut-être pas encore pour tout de suite. Une autre forme d'hystérie collective s'est installée ces derniers mois, ces derniers jours en France, et vous l'avez déjà un petit peu dit, autour d'un texte d'une réforme, celle des retraites. Alors on a déjà beaucoup parlé du 49.3, de l'usage du 49.3 par le gouvernement dans le débat qui vous précède. Je préfère qu'on s'interroge avec vous sur ce que ça dit peut-être de notre vision du travail. Travailler plus longtemps semble absolument hors de question pour beaucoup de Français. Et dans une interview que vous avez accordée à Challenge, vous avez cité Montaigne et vous avez dit ceci. Chez Montaigne, travail veut dire souffrance. La salle de travail dans les maternités, c'est la salle où les femmes accouchent presque toujours dans la douleur. La langue nous rappelle que le travail n'est pas une partie de plaisir, c'est un effort qui fut pendant des millénaires effroyablement fatigant ou douloureux. C'est pour ça, d'après vous, que toute réforme qui concerne le travail est toujours extrêmement compliquée à mettre en œuvre pour n'importe quel gouvernement. D'abord, disons que le travail est quand même beaucoup moins douloureux aujourd'hui qu'il y a quelques siècles. Mais oui, bien sûr, les gens préféreraient ne pas travailler. Alors bien sûr, tous préfèrent avoir un emploi plutôt qu'être chômeur, mais presque tous préféreraient être rentiers plutôt qu'avoir besoin de travailler pour gagner leur vie. C'est parfaitement légitime. Et donc, bien sûr que les gens ne souhaitent pas travailler plus longtemps. Alors, sauf ceux qui font un métier peut-être passionnant, mais la plupart préféreraient arrêter. La vraie question, c'est est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question psychologique. C'est d'abord une question économique, à la limite arithmétique. Vous savez, moi, quand j'avais 16 ans, mon père me demandait avec inquiétude, je me demande bien qui paiera vos retraites. C'était dans les années 60. Mon père n'avait aucun don de double vue, simplement, il lisait la presse. Or, comme la démographie est l'une des rares sciences avec un fort taux de prédictabilité, on peut prévoir l'avenir à quelques dizaines d'années d'avance, chacun comprenait bien, dès les années 60, que la fin du baby-boom et l'augmentation de l'espérance de vie allait forcément créer un problème très sérieux pour nos retraites par répartition. Il y a de plus en plus de retraités, à cause du baby-boom, mais aussi parce qu'on vit de plus en plus vieux, et on ne va pas s'en plaindre. Et il y a en proportion de moins en moins d'actifs. Dans les années 50-60, il y avait 4 actifs, plus de 4 actifs pour 2 retraités. Aujourd'hui, il y en a moins de 2. Plus de 4 actifs pour 1 retraité. Aujourd'hui, il y en a moins de 2. Autrement dit, forcément, ça pose un problème pour financer nos retraites.
Disons la chose clairement, je ne suis pas spécialiste des retraites, mais en gros, il n'y a que 3 solutions. Soit on travaille plus longtemps, et les gens n'en ont pas envie, je le comprends très bien. Soit on augmente les cotisations, donc le coût du travail, avec le risque d'augmenter le taux de chômage. Soit on diminue les pensions, les retraites. Mon point de vue de candide, pour tout vous dire, c'est qu'on fera les 3. Je ne sais pas dans quelle proportion, je ne sais pas quel gouvernement, je ne sais pas à quel moment, mais on n'échappera pas à des mesures d'économie. Alors les gens reprochent à l'État de faire des économies sur leur dos, sauf que c'est oublier que l'État, c'est nous. Ce n'est pas de l'argent qui va dans la poche d'Édouard Philippe ou d'Emmanuel Macron, c'est de l'argent qui va de notre poche à notre poche. Sur un système par répartition, ce n'est pas l'État qui paye les retraites, ce sont les actifs. Sauf qu'il y a la question de l'universalité qui est promise par ce gouvernement, et il y a ce qu'on appelle le travail passion et le travail, disons pour l'alimentaire, le travail un peu subi. Vous-même, vous avez dit que vous avez arrêté d'enseigner dès que ce fut possible, alors qu'a priori, vous avez eu un métier non pas subi, plutôt choisi, plutôt un métier passion, et vous-même, vous aviez hâte d'arrêter. Est-ce que cette universalité, elle est possible, sachant qu'il y a des métiers beaucoup plus difficiles que d'autres ? Mais ça, c'est une autre question. Moi, je n'ai aucune compétence pour juger de tel ou tel type de retraite, et notamment la question de la pénibilité, je laisse ça aux spécialistes. Mais ce qui est intéressant dans l'exemple que vous prenez, qui en l'occurrence est mon propre exemple, c'est que j'ai arrêté d'enseigner dès que j'ai pu financièrement me passer de salaire. Exactement. Parce que l'un de mes livres, Le traité avec grande vertu, avait eu un immense succès. Mais j'ai continué à écrire. Parce que pour moi, écrire, ce n'était pas un métier, c'était et ça reste ma vocation. Enseigner, c'est un beau métier, mais c'était un métier, je le faisais pour gagner ma vie. Et donc, il est parfaitement légitime que les gens, et surtout ceux qui font un métier autrement pénible que prof de philo à la Sorbonne, ce qui était mon cas, aient envie d'arrêter le plus tôt possible. Je ne le reproche pas du tout. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on le finance. Voilà. Et donc là, c'est moins un problème moral qu'un problème économique. Donc on ramène tout à l'argent, donc ça revient à des choix de société très matérialistes. Pardon ? Donc on en revient toujours à la question économique, à vous entendre, à la question de l'argent, à la question du confort matériel, donc à un choix de société très matérialiste. Mais tout dépend ce qu'on entend par matérialisme. Moi, je suis matérialiste philosophiquement, j'entends par là que tout ce qui existe est matière ou produit de la matière. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'idéaux, que je ne m'intéresse pas à la vie spirituelle. Mais s'agissant en effet des retraites, ça n'est pas un problème de morale ou de spiritualité, c'est un problème économique. Et j'ai souvent envie que les gens parlent un peu moins de morale et un peu plus d'économie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler, parce que c'est le travail qui crée de la richesse. Et donc, si on travaille moins, on crée moins de richesse. Ce n'est pas une bonne façon de faire reculer la pauvreté. L'autre caractéristique de notre période, c'est la défiance vis-à-vis des élus, le manque de confiance dans la parole publique, les idées complotistes qui connaissent un nouveau souffle, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui perturbe nos élections, nos démocraties. Comment le monde politique peut-il se racheter aux yeux du peuple ? Quelle pratique doit-il changer ? Je vais vous poser la question dans un instant. On va d'abord rejoindre Fanny Conquis en salle des conférences. Elle est avec Christine Lavarde. La sénatrice LR va nous livrer son analyse et elle aura une question pour vous ensuite, André Comte-Sponville. Christine Lavarde, on assiste à une certaine défiance envers le personnel politique. Selon vous, à quoi est-ce dû ce phénomène ? Alors je pense que l'accélération de l'information alimente en fait cette défiance, puisque il me semble pas que les pratiques soient plus mauvaises maintenant qu'avant, et j'aurais même plutôt tendance à dire qu'elles s'améliorent, qu'elles vont vers beaucoup plus de transparence, vers plus de justification. Pour autant, ce qui se passait avant finalement restait secret, puisque on n'avait pas aussi facilement accès à l'information. Comment peuvent faire les politiques pour se racheter aux yeux des citoyens qui visiblement ont peu confiance envers les personnels politiques ? Alors après, moi il me semble en tout cas que les politiques doivent être exemplaires. Donc être exemplaire, mais c'est faire des choses simples dans sa vie de tous les jours, c'est appliquer le code de la route, c'est ne pas faire preuve de choses ostentatoires, c'est travailler avec sérieux. Et je pense que c'est ça qui redonnera aussi envie aux Français de s'intéresser à la politique et de se dire que finalement les hommes politiques leur ressemblent et les représentent. Vous pensez qu'il y a des efforts à faire du côté des élus ? Alors, je ne sais pas, je vais peut-être dire que moi, je n'ai fréquenté jusqu'à présent que des hommes et des femmes politiques qui exercent leur mandat avec passion et qui sont complètement dévoués à la cause collective, à l'intérêt général. Et donc, finalement, voire même exercer un mandat politique
leur coûte plus qu'il ne leur rapporte, puisqu'ils auraient pu faire tout un tas d'autres choses, des activités beaucoup plus lucratives. Vous le disiez, il y a aussi donc le phénomène des médias, c'est ça pour vous qui joue de l'accélération de l'information? Tout se sait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un épiphénomène va tout de suite être monté en une affaire. D'ailleurs, on parle de l'affaire X, l'affaire Y, et ces dysfonctionnements existaient dans le passé, mais pour autant, ils étaient tenus secrets. Par la force des choses, en fait. Mais est-ce que c'est pas aussi bon pour la démocratie qu'il y ait plus de transparence sur ces affaires, justement? Ce qui est bon pour la démocratie, c'est que finalement, chacun puisse justifier. Après, il faut aussi faire attention à ne pas aller trop loin, parce qu'il y a certaines choses qui ne doivent pas être rendues publiques. Donc oui à la transparence, mais à la transparence raisonnée. Christine Lavarde, vous le savez, André Comte-Sponville est en plateau avec Rebecca Fitoussi. Je vous propose de regarder à la caméra et donc de lui poser votre question. Oui, bonjour. Alors, je suis assez intéressée par des choses que vous avez pu écrire il y a quelques années déjà, et notamment sur la vertu, et vous parliez de la moralité. Vous disiez que la moralité, c'est quelque chose qui s'applique qu'à la première personne, que dois-je faire, et qu'on ne doit pas penser que devrait-il faire. Et donc notamment en politique, justement, qu'est-ce que vous conseillerez à des hommes politiques pour qu'ils arrivent à réconcilier la morale avec l'intérêt général? Une question qui n'est pas simple. Votre réponse, André Comte-Sponville? D'abord, c'est qu'en effet, je pense que la morale n'est légitime qu'à la première personne. La question morale, c'est que dois-je faire? C'est pas que doivent faire les autres. Je dis souvent, pour les autres, le droit et la miséricorde suffisent. Cela dit, comment les hommes politiques vont-ils se racheter? Mais sont-ils si coupables que ça? Sommes-nous citoyens tellement merveilleux? Je crois qu'il faut arrêter avec le politique bashing, si je dis. Vous savez, moi je crois qu'au contraire, il est urgent de réhabiliter la politique et qu'on n'y parviendra pas en crachant perpétuellement sur ceux qui la font. Moi, j'ai pris conscience de ça du temps de Nicolas Sarkozy, pour qui je n'avais pas voté, mais je vois tous mes amis autour de moi, presque tous de gauche, me dire en substance que Nicolas Sarkozy sacrifie, au moment du bouclier fiscal, Nicolas Sarkozy sacrifie les intérêts de la France à ses amis les riches. Je trouvais que ça lui prêtait très peu de patriotisme et un grand sens de l'amitié. Après tout, pourquoi pas? Mais en revanche, que Sarkozy sacrifie ses propres intérêts aux intérêts de ses amis les riches, là, c'était lui prêter un altruisme dont je le crois, comme nous tous, incapable. Or, quel était l'intérêt de Sarkozy? Il y en avait en gros 3. Être aimé, il en a tellement besoin. Laisser une image positive dans l'histoire, enfin, et peut-être surtout, se faire réélire. Pour obtenir ça, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Mais qu'il améliore le sort de notre pays, la situation de la France, et spécialement qu'il fasse reculer le chômage. Alors, on peut constater qu'il a échoué, mais penser qu'il l'a fait exprès pour faire plaisir à ses amis les riches, c'est dépourvu de toute plausibilité. Mais vous avez bien vu que les choses étaient devenues immaîtrisables avec les réseaux sociaux. Il est donc battu. On élit François Hollande. Et au bout de quelques mois que reproche la gauche du PS, la même chose. François Hollande sacrifie la France et la gauche à des riches qui n'étaient même pas ses amis. Ça devient totalement invraisemblable. Emmanuel Macron, la même chose. Emmanuel Macron, la même chose. On lui reproche de sacrifier la France à des riches dont certains sont peut-être ses amis. Mais là encore, quel est l'intérêt de Macron? Son intérêt personnel, être aimé, laisser une image positive dans l'histoire, éventuellement se faire réélire. Imaginez qu'il sacrifie son propre intérêt pour faire plaisir à quelques millionnaires ou milliardaires, c'est n'avoir rien compris à ce qu'est l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que se développe dans notre pays une espèce de paranoïa où des millions de gens sont convaincus que le but secret des hommes politiques, c'est de nuire à leur peuple. Mais il y a eu des scandales, il y a eu l'affaire Fillon, voudrait-il nuire à ses électeurs? Il y a des affaires autour de responsables politiques qui ont trahi une sorte de morale. Oui, il y a Cahuzac, il y a quelques affaires scandaleuses qui ont été... l'affaire Fillon aussi. Oui, mais il n'y en a pas... Il y a pas non, mais elle vient de là. Il n'y a pas une majorité, à ma connaissance, d'hommes corrompus parmi les députés ou les ministres de notre pays, si vous voulez. Et donc, moi, je crois qu'au contraire, il faut arrêter de mépriser les hommes politiques de façon systématique. Il faut condamner ceux qui sont condamnables. La justice est là pour ça. Mais il faut aussi que les Français s'interrogent sur leur rapport à la politique. Parce que 3 dirigeants aussi différents que Sarkozy, Hollande et Macron, mais c'était vrai aussi de Chirac avant. Subissent le même sort. Ça a été vrai de Mitterrand avant, si on met de côté les périodes de cohabitation. Autrement dit, les 5 derniers présidents ont tous atteint, au bout de quelques mois ou 1 an ou 2 de pouvoir, une extrême impopularité. Alors, on peut penser qu'on a élu 5 présidents nuls, mais
Alors il faut s'interroger sur nos propres capacités de citoyens. Moi j'ai tendance à penser plutôt que les Français demandent à l'État des choses qui ne sont pas possibles. Et donc, si on une exemplarité parfaite. Oui, là encore, c'est pas tellement une question de morale, c'est une question d'efficacité. Il y a l'affaire Cahuzac, il y a quelques affaires comme ça, Griveaux, tout ce que vous voudrez. Mais s'ils avaient du travail, ils ne se pleiendraient plus de leur président. Si l'économie allait mieux, si la France n'était pas l'un des pays d'Europe où le taux de chômage est le plus élevé, on aurait moins de soucis à se faire et nos hommes politiques seraient moins critiqués. Et donc, une politique se juge d'abord à l'efficacité. Et les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui sont essentiellement économiques et écologiques. Voilà les vrais enjeux. Sur France Inter, on vous a demandé d'imaginer le monde dans 200 ans et vous avez notamment répondu ceci: il n'est pas impossible qu'aucune démocratie dans 2 siècles n'existe plus nulle part, qu'il n'y ait plus dans le monde entier que des dictatures, des États totalitaires militaires ou mafieux qui auraient supprimé toute liberté d'expression, toute élection, toute manifestation, toute grève, enfin qui renieraient indéfiniment par la violence, le bourrage de crâne, la terreur. Vous le pensez vraiment ? C'est possible. Et c'est ce que j'appelle une anti-utopie. C'est-à-dire imaginer le pire pour prendre du recul et juger le présent. Parce que dans l'hypothèse que je fais, plus aucune démocratie au monde dans 200 ans, les quelques démocrates qui resteraient ici ou là, qui se réuniraient clandestinement, quand ils penseraient à la situation de la France, par exemple, dans les années 2000, ils diraient « mais c'était merveilleux. On pouvait s'exprimer librement dans la presse, sur les réseaux sociaux, on pouvait critiquer le gouvernement, le président de la République. Quelle belle époque !» Or, c'est cette époque-là que beaucoup d'entre nous jugent insupportable, scandaleuse, haïssable. Vous voyez, c'est un peu comme l'histoire que j'évoquais d'une possible épidémie beaucoup plus grave que celle du coronavirus. Quand on imagine le pire, qu'on l'envisage comme possible, voire comme probable, mais bien sûr pour le retarder, pour l'éviter si possible, on est mieux à même de juger le présent. Eh bien, une fois qu'on a compris que nous ne sommes pas à l'abri d'une épidémie beaucoup plus grave qui mettrait en question l'existence même de l'humanité, le coronavirus prend une proportion moins grave. Une fois qu'on a compris que dans 2 siècles, rien ne garantit qu'il y aura encore des démocraties, nos petits problèmes de vie démocratique, qui sont réels, mais prennent là encore des proportions Donc voyons moins graves. le pire et on se contente de ce qu'on a. Oui, autrement dit, plutôt que de rêver toujours le meilleur et donc considérer que le présent, le réel est nul, envisageons parfois le pire et on verra que le réel n'est pas si mal que ça. D'autant que nous vivons en France, interrogez les Syriens par exemple, ces millions de gens qui ne rêvent que d'une chose, c'est de venir en Europe, ça prouve qu'au fond, nous vivons dans des pays où il fait bon vivre et au lieu de nous haïr tant, moi ce qui m'inquiète dans la situation de la France aujourd'hui, c'est pas le coronavirus, c'est la haine, c'est l'agressivité, c'est la violence. Moi, je suis convaincu qu'au fond, entre démocrates, ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous oppose. Ça n'empêche pas le débat, ça n'empêche pas le combat politique, mais ça devrait empêcher la haine. Spinoza disait qu'il faut combattre la haine par l'amour et la générosité. Alors, peut-être qu'en politique, l'amour, la générosité, c'est un peu beaucoup nous demander, mais on pourrait au moins demander du respect, de la tolérance et surtout arrêter avec ce climat de haine et d'agressivité qui affaiblit notre démocratie et qui donc rend moins inenvisageable l'hypothèse effrayante que j'évoquais d'une disparition de la démocratie. Si on comprenait mieux que la démocratie peut disparaître, on l'aimerait davantage, on la défendrait davantage. De même que si l'on pensait plus souvent que nous allons mourir, on vivrait mieux et plus intensément. Avoir pensé à la mort, ça n'est pas une raison pour mal vivre, au contraire, c'est une raison pour vivre le mieux qu'on peut. Eh bien, penser le pire, penser que la démocratie peut disparaître, c'est une raison de plus pour défendre la démocratie comme la prunelle de nos yeux. Il nous reste 1 minute 30. Un des sujets de préoccupation du moment, c'est aussi la laïcité. Certains la pensent en danger, à tel point que la majorité sénatoriale a fait une proposition de loi pour garantir la prééminence des lois de la République face aux revendications communautaristes. Je voudrais qu'on écoute Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, sur ce sujet, et je vous fais réagir après. J'ai fait avec Philippe Bas des propositions notamment sur une modification de notre loi constitutionnelle pour réaffirmer dès l'article 1er de la Constitution le principe de laïcité dans une forme simple. Nul ne peut se prévaloir de sa croyance ou de ses origines pour se soustraire justement à la loi. Il faut mettre des bornes, des limites. Et il y a 2 laïcités, enfin il y a une seule laïcité, mais on connaît la laïcité qui s'adresse à l'État, la neutralité de l'État. Il y a une autre laïcité, la même, qui s'adresse aux citoyens, c'est-à-dire que tous doivent suivre la même règle. Dans les hôpitaux, on se fait soigner par un médecin, qu'il soit homme ou femme. Il ne peut pas y avoir d'horaires différenciés de piscine. Voilà, je vais vous demander de répondre très rapidement. Il nous reste 40 secondes. André Comte-Sponville. Ouais. La loi est la même pour tous, quelle que soit la religion des uns et des autres. Je ne crois pas qu'il y ait besoin pour ça de modifier la Constitution, mais après tout, pourquoi pas ?
Sauf que la laïcité, ça n'empêche pas d'avoir une religion, c'est pas mon cas, je suis athée, mais ça n'empêche pas d'avoir une religion et de l'exprimer. Et donc on ne peut pas mettre sur le même plan, comme faisait Retailleau ici, la laïcité de l'État qui va de soi, avec je ne sais quelle laïcité des individus qui, à la limite, empêcherait les chrétiens d'aller à la messe ou de porter une croix à leur boutonnière, si vous voulez. L'État doit être laïque, les fonctionnaires sont soumis au principe de la laïcité. Ça n'empêche pas les gens de vivre leur religion, mais inversement, vivre sa religion, ça ne serait en aucun cas dispensé d'obéir aux lois de la République. Et on doit s'arrêter là. Merci infiniment d'avoir répondu si rapidement à cette dernière question, et j'ai conscience que c'était pas facile. Je rappelle les ouvrages pour lesquels vous êtes venus nous voir ce soir. J'ai cru que c'était un homme, Alain, les religions, la laïcité, l'antisémitisme. Et je rappelle que les éditions de Lerne vous mettent à l'honneur dans Cahiers Contes Sponville, dirigé par François Livonnet. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir, David Béliard, candidat des Verts à Paris. Et puis comme tous les jours, vous retrouvez Oriane Mancini demain entre 7h30 et 9h dans Bonjour chez vous. Son invité politique sera Valérie Rabault, patronne des députés socialistes. Très très bonne soirée sur Public Sénat.